Tu peux soit échouer en raison de tes circonstances ou réussir en dépit des obstacles qui se montrent devant toi. Puis ça, à la fin de la journée, le choix, il te revient. L'immobilier, honnêtement, je suis tombé là-dessus un peu au hasard dans mon soul searching. J'ai comme réalisé que la majeure partie des millionnaires, milliardaires ont été créés par l'immobilier. Et ceux qui n'ont pas été créés par l'immobilier, ils ont quand même de l'immobilier. Ils sont propriétaires d'immobilier. Tu sais, que je me dise, écoute, je vais avoir de la difficulté à vendre parce que j'ai 19 ans. Que je me dis, même si j'ai 19 ans, check ça, I'm gonna make a killing. J'ai raison dans les deux cas. C'est un choix, tu sais. C'est moi qui décide la perspective que j'adopte et comment ça me limite. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Alright. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin pour ceux qui écoutent dans la matinée, car on tourne très tôt le matin simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexandre Bélanger, La Flèche, un courtier immobilier de 24 ans. J'aime ça préciser son âge parce qu'à son âge, il réussit très bien. Alors, j'ai hâte de partager, inspirer des centaines de millions de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, le podcast. Alexandre est un courtier immobilier. Il a commencé à l'âge de 18 ans. Il est chef d'équipe à l'âge de 24 ans. Il y a des courtiers, il y a comme 7 courtiers dans son équipe. Alors, vraiment, et son chiffre d'affaires est de tel montant. Non, on va le laisser parler. Alexandre, merci beaucoup d'être là au podcast. J'apprécie, ma man. Merci à toi de me recevoir. Yes. Premier podcast à vie, c'est une belle expérience. On vit ça ensemble, ça va être cool. Yes, ben, je suis vraiment content que c'est ton premier. Mhm. On brise la glace, puis après ça, le gars, il en fait des podcasts tout de suite après. Toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est ça. On les enchaîne. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est vraiment inspirant du fait que, comme, tu sais, le fait que tu es jeune, tu réussis bien. Pourtant, tu parais pas jeune. Tu sais, on te dit, t'as 24 ans, t'es comme, OK, on aurait pu dire 30 ans, puis les gens l'auraient cru. La barbe joue en ma faveur, peut-être Exact. les traits. C'est le fun maintenant quand j'ai 24, quand j'en vais avoir 30, puis j'aurai l'air de 40, ça va être moins cool, mais pour Moi, l'instant, ça joue en ma faveur. moi, c'est le contraire. Tu sais, j'ai toujours paru plus jeune. Donc, des fois, on me carte encore à 29 ans. Oh wow. Alors, c'est pas nice des fois. Tu sais, tu oublies ta carte, t'es comme, ah, tabarnak. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire, c'est que j'ai vraiment hâte d'apprendre parce que tu fais des choses différentes. Right? Alors, sans plus tarder, Mhm. parle-moi de toi. Qui est Alexandre Bélanger La Flèche? Bon, mais ça, c'est sûr que c'est une question avec laquelle il y a plusieurs facettes, hein. On peut aller en profondeur émotionnelle, philosophique pendant des heures, mais si on reste dans l'aspect carrière, je dirais, je suis un gars d'action, je suis un gars de business. Moi, dès l'âge de 16 ans, je savais que je n'allais pas être un employé, je savais que j'allais être entrepreneur, avoir ma propre entreprise. Au cégep, j'ai décidé d'aller dans le dans le programme de business pour cette raison-là. Assez rapidement, j'ai réalisé que j'apprenais plus dans mon temps libre sur YouTube puis dans les livres que je lisais que quand j'étais en classe. Fait qu'après un an environ, j'ai quitté le programme. J'ai quitté l'école carrément. J'ai fait un an de soul searching, essayer de trouver qui j'étais. J'ai pris 3 jobs pour mettre de l'argent de côté. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'informer, commencé à faire du développement personnel, à suivre des gens, écouter des podcasts, tout le tralala. Puis dans ce processus-là, c'est là que je suis tombé sur l'immobilier. Puis à 18 ans, j'ai pris la décision que le courtage immobilier allait être le véhicule qui allait me permettre d'arriver à mes fins. Fait que j'ai commencé l'école à 18 ans, j'ai eu ma licence à l'âge de 19. Présentement, 19, on voit quand même beaucoup de courtiers. Là, c'est rendu trendy d'être l'immobilier. Là, tu sais, Ouais. depuis la pandémie, c'est une industrie qui est très à la mode, Selling Sunset, puis tout ça. Fait qu'on en voit de plus en plus des courtiers 20-25 ans qui sautent dans l'industrie, ce qui est super cool. Moi, quand j'ai commencé à 19 ans, là, j'étais le plus jeune qui avait été admis dans mon programme à l'école. Je pense que quand j'ai eu ma licence, j'étais le plus jeune courtier à ce moment-là au Québec. Peut-être au Canada, je ne sais pas toutes les stats, là, mais je sais que j'étais très, très jeune. Puis, te donner une idée, dans mon agence, sur 110 courtiers, il y en avait 4 qui avaient en bas de 30 ans. Fait que j'ai commencé ça jeune, puis je suis content de l'avoir fait parce que là, j'ai 24 ans, je suis pas super vieux, mais je sens que je suis quand même relativement bien,
impliqué dans l'industrie, si on veut. Là. Somme toute, mes affaires font bien. Fait que je suis content d'avoir commencé jeune. Fait qu'à 19, je deviens courtier. Assez rapidement, j'ai eu des bons résultats. Après 6 mois, c'était cool. J'étais dans une position où je donnais des conseils à certains courtiers qui avaient été dans l'industrie depuis un peu plus longtemps que moi. Même si je venais de commencer, j'ai comme eu un bon start, on peut dire. Là. Euh, à 21 ans, mes 2 mentors sont venus me voir et m'ont offert une opportunité qui a changé ma vie. Dans le fond, ils m'ont demandé si je voulais devenir chef d'équipe de l'équipe là, qu'il y avait. Donc, moi, je faisais partie d'une équipe. Ils m'ont demandé si je voulais devenir chef d'équipe. Ce qui veut dire, un chef d'équipe, tu as plusieurs chapeaux, mais notamment, ce que c'est que tu es un peu la personne ressource pour les autres membres de l'équipe, puis tu t'occupes un peu du coaching. Fait que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je trouvais ça super cool. T'avais quel âge, pardon? J'avais 21. Donc, c'est après 2 ans dans l'industrie, tu sais. Il y a comme un type de personnes. Là, certaines personnes aiment le coaching. Il y en a, ils vont performer, mais c'est pas nécessairement ce qu'ils aiment. Moi, clairement, c'était ce qui m'animait. Ils l'ont vu. Pourtant, tu sais, à cet âge-là, avec 2 ans d'expérience, t'as pas encore vraiment la substance Non, pour pouvoir aider non, les courtiers. Puis t'as ceux qui raison. le font, c'est quoi ta réponse à quelqu'un comme moi qui se demande, OK, tu sais, par exemple, moi, pour mon parcours, j'ai pris 5 ans pour vraiment aller chercher vraiment l'expérience. Mhm. Par la suite, j'ai aussi, je suis allé chercher le succès également Mhm. Mhm. parce que je me suis dit, qui va m'écouter si j'ai pas le succès? Qui va T'as raison. m'écouter? Il n'y a personne, right? Tandis que tu l'as fait à 2 ans. Donc, Ouais, qu'est-ce que les courtiers de ouais, ton équipe ouais. ont remarqué? Puis qu'est-ce qu'ils comment ils ont dit, OK, you know what? Je vais accepter ça Mhm. parce qu'il y a Mhm. quelque chose d'autre à donner. Ouais. Non, c'est une bonne question parce que c'est vrai que, tu sais, après 2 ans, je n'avais pas une tonne d'expérience. Puis, tu sais, je commençais, mais je te dirais, ce que je dirais, c'est que si tu ne laisses pas ton manque d'expérience t'arrêter, tu as quand même de la valeur à apporter aux gens autour de toi. Dans le Ton sens, expérience, tu sais, ta que vie ce soit dans ta personnelle. dynamique, dans ta personnalité. Moi, quand j'ai commencé, dès ma première année, j'avais la twist, comme on dit. Tu sais. J'avais un talent, j'étais bon, j'étais sérieux, j'étais discipliné. Fait que, tu sais, au niveau du mindset, au niveau de l'éthique de travail, c'est clairement quelque chose que je pouvais amener aux gens autour de moi. Aussi, l'idée d'aller au-delà des excuses. C'est facile de dire je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience, je vais attendre de. Moi, je préférais au contraire, ma recette, ça a tout le temps été dis oui, figure it out later, tu sais. Euh, Plonge dans l'action, apprends. Puis je dis pas que j'étais parfait. Puis même encore aujourd'hui, après 5 ans dans l'industrie, je suis pas le meilleur chef d'équipe qu'il y a. Je suis pas parfait. Puis c'est sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre. Puis mon expérience, elle fait que commencer. Mais si je laisse ça m'arrêter, ce qui arrive, c'est que je fais une défaveur aux gens autour de moi parce que même si je suis jeune, même si mon expérience est peut-être limitée, j'ai quand même beaucoup à offrir. Puis il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça, justement, puis on dirait qu'ils se dénigrent eux-mêmes en se disant ah, ben, je suis trop jeune, peu importe. Oui, mais tu as peut-être quand même de la valeur à amener, que ce soit un point de vue, que ce soit un encouragement, que ce soit, tu comprends ce que je veux dire? Absolument, man. De un, je comprends parfaitement pourquoi Mhm. les gens sont venus te chercher pour devenir chef d'équipe. Ouais, À ben, je ton trouve âge, ça. à 24 ans, man, t'es articulé, tu sais parler, tu sais exprimer. Tu as la discipline également. Mhm. Tu es venu à 7 heures le matin ici. Alors, non, non, sérieusement, à 24 ans, j'étais encore très immature Mhm. pour cet âge-là. Alors, je vois que tu es beaucoup en avance sur ton âge. Donc, Mhm. clairement, je le vois. Euh, et je comprends aussi. Je comprends aussi pourquoi ils t'ont choisi. Si je vais te dire quelque chose en Ouais, plus, j'ai comme oublié là. ouais. Vraiment. Alors, maintenant, et aussi, oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, le fait que là, tu as quoi, 5 4 ans en tant que chef d'équipe? 3 ans, 4 ans? Non, dans le fond, à 21, je suis devenu chef d'équipe. OK. Ouais. 22, c'est là que j'ai vraiment plongé plus dans l'aspect investissement, travail des investisseurs. À 23 ans, donc l'année dernière, les propriétaires de l'équipe, qui sont mes mentors, les 2 mêmes gars, sont revenus me voir. Puis ce qu'ils m'ont demandé, en fait, c'est si j'avais envie de devenir copropriétaire avec eux de l'équipe. Donc là, ça va faire. C'est ça. It just gets better. Oui, oui, c'est ça. On peut les opportunités sur moi, tu sais. Mais c'est ça qui arrive quand tu as une drive, quand tu es prêt, quand tu veux plus, puis quand tu montres que tu n'as pas de limitation, autrement dit, tu sais, à la fin de la journée, il n'y a pas de limite. Tu sais. Puis je m'attends à ce qu'à chaque année, il y ait d'autres opportunités qui me soient présentées. Tu sais. Absolument. Donc, pour répondre à ta question, ça va faire 1 an, autrement dit, que je suis copropriétaire à part égale de l'équipe et chef d'équipe. Puis ça va faire 2 ans et demi environ que je suis chef d'équipe. Amazing. Ouais. Alors, et ce que je voulais dire aussi, ce que j'ai comme oublié tantôt, Mhm. c'était que il y a des gens qui vont embarquer dans ton aventure. Le fait que tu es aussi dans le processus
dans le parcours d'avoir du succès, de réussir. Donc, et c'est étant donné que tu as une discipline que les autres n'ont pas ou des choses que les autres n'ont pas, ils Mhm, vont te suivre. mhm. Une des choses que j'ai dit à mon équipe, même si ça fait seulement 5 ans et demi que je suis dans le domaine, c'est que, OK, guys, je suis pas encore rendu simplement gestionnaire où je peux sortir de la business Non. et juste vous gérer, genre, c'est juste vous aider, être là juste pour vous. Mhm, Je dois aussi rouler ma business. mhm. Ouais. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est que les erreurs que j'ai faites, vous allez pouvoir apprendre de ces erreurs puis éviter. Ouais. Mais je vis encore le processus d'aller chercher le vrai succès. Mhm. Alors, vous allez pouvoir me voir grandir en même temps que vous grandissez Ouais. à côté de moi. Ben oui, les gens qui t'ont suivi, disons, au début que tu as commencé, puis après ça, 5 ans plus tard, tu étais leur leader dès l'année numéro un. Mais le leader que tu es après 5 ans, tu sais, c'est un leader qui est différent. Donc, en même temps que toi, tu les vois grandir, eux, ils te voient grandir en tant que leader. Puis je pense que c'est cool, c'est qu'à la fin de la journée, la croissance, c'est pas juste tes recrues qui la vivent, tu sais, c'est tout le monde. C'est ça qui est cool. Tout Puis le monde. c'est la réalité dans n'importe quoi. Même après 15 ans de chef d'équipe, t'en as encore des affaires à apprendre, là, tu Absolument. sais. Puis si tu te dis que c'est pas le cas, ben tu te mens à toi-même. Donc, quelqu'un qui veut lancer chef d'équipe, il y a pas vraiment un temps où tu dis, oh, you know what, c'est là que tu peux être chef d'équipe. Voici l'exemple parfait. Alex, donc là, Yes. on a compris ton parcours. Tu as commencé très jeune. Mhm. C'est quoi les obstacles Mm. que tu avais Ouais. quand tu as commencé? Ben, juste le fait d'être jeune, tu sais, c'est sûr que c'est un obstacle dans le sens où est-ce que dans ma classe, les gens me le disaient, tu sais, comment est-ce que quelqu'un va te confier la vente de sa maison à 19 ans? Dans le sens où est-ce que c'est quand même le asset qui est le plus important dans la vie de quelqu'un, tu sais. Puis les gens aussi, quand tu as 19 ans, ils t'associent souvent à leurs enfants. Hein? Tu sais, moi, je vends leur maison, puis ils me disent, coudonc, mon ado, il est plus vieux que toi, puis il a 21 ans, il est dans le sous-sol, tu sais, il joue aux jeux vidéo, il fume du pot, peu importe. Tu sais, fait que tu pars déjà avec un petit. Je suis juste plus intelligent que ton ado. Ouais, non, c'est ça, mais c'est des choses qui se disent pas, tu sais. Ouais, je sais. Mais regarde, à la fin de la journée, moi, ce que je me suis tout le temps dit, là, c'est que si je laisse ça m'arrêter, si je me dis que c'est un problème, ça va m'arrêter. Tu sais, que je me dise, écoute, je vais avoir de la difficulté à vendre parce que j'ai 19 ans, ou que je me dis, même si j'ai 19 ans, check ça, I'm gonna make a killing, j'ai raison dans les deux cas. C'est un choix, tu sais. C'est moi qui décide la perspective que j'adopte et comment ça me limite. C'est sûr que j'ai sûrement perdu des listings, sûrement perdu des clients à cause que j'étais trop jeune. Ils ont décidé d'aller contre quelqu'un de plus vieux ou quoi que ce soit. Mais à la fin de la journée, je veux dire, c'est leur décision, il faut respecter ça, ça fait partie de la game. Puis je pense que c'est bien d'avoir un obstacle parce que tous les efforts supplémentaires que tu mets pour aller chercher ta clientèle ou pour aller chercher ton succès, ben ça fait partie de toi à la fin de la journée. Tu sais? Fait que dans ma première année où est-ce que ça a été super dur, il y avait beaucoup d'insécurité, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'objections. Puis il fallait que je me prouve beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je rentre dans une salle, j'ai l'air un peu plus vieux, je suis chef d'équipe, j'ai beaucoup moins à me prouver que j'avais avant. Mais tout ce processus-là, où il a fallu que je me prouve, il a fallu que je convainque de pourquoi me choisir alors que j'avais pas d'expérience, pas vraiment de raison valable, à part ma personnalité, ma drive, mes skills que j'ai innés en dedans de moi. Mais tout ce processus-là de pouvoir prouver ça, ça bâtit une discipline, ça bâtit une confiance en soi, ça bâtit l'aspect d'être capable de se vendre. Fait que les obstacles, il y en avait plein, mais à la fin de la journée, je veux dire, c'est notre responsabilité, en étant ici sur cette terre, de trouver le moyen de les surmonter. Tu sais, ça fait du sens. Ce que j'analyse avec toi, c'est que parce que tu étais jeune, Mhm, parce que tu savais que tu avais cette manque d'expérience, mhm. tu as mis ton orgueil de côté parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans le domaine Ouais. sachant que, you know what, they're all that. Mhm. Et finalement, tu sais, ils se font frapper par Tu un vas te mur. planter. Tu vas te planter, puis tu ne laisses pas les gens t'éduquer, t'enseigner, Mhm, partager leur expérience. mhm. Alors, si vous êtes jeune aujourd'hui, prenez le temps d'apprendre, puis prenez le temps d'avoir l'esprit ouvert pour apprendre. Ouais, Puis laissez de votre orgueil de côté. ouais, Dans 5 ans, dans 10 ans, là, vous pouvez dire, you know what, okay, now ouais. I'm someone. C'est Donc vrai. là, tu sais, peut-être que les conseils, Non, tu as ça- raison. T'es bien mieux d'accepter la réalité que tu as du travail à faire, que tu pars 3 pas en arrière, puis de comprendre que tu as beaucoup plus d'efforts à mettre que quelqu'un, peut-être, que c'est sa deuxième, troisième carrière. Il y a 30 ans, il y a déjà un créneau de client potentiel. C'est beaucoup mieux de t'avouer cette réalité-là, puis de mettre les bouchées doubles, que de rentrer en disant ah, j'ai 19, je suis courtier, I'm the shit. Ce qui arrive, ben, comme on l'a dit, c'est que tu te plantes, puis c'est que tu limites ton potentiel parce que tu limites ton apprentissage. Tu sais. absolument. Puis même là, 24 ans, bon, tu dis, j'ai atteint un bon niveau de succès, c'est vrai, mais en même temps, si je me dis que
je réussis bien, ça se passe bien, mais encore une fois, je me limite. Tu sais, je me dis, j'ai de l'expérience, je connais tout, je me limite. La réalité, c'est que je suis loin d'avoir tout appris. Puis moi, j'ai envie que l'année prochaine, j'apprenne encore beaucoup plus que ce que j'ai appris au cours des 5 dernières années. Tu sais. Fait qu'il faut tout le temps faut tout le temps réaliser que même si tu es un coach, même si tu es un mentor ou un chef d'équipe, ben, premièrement, tu es mieux d'être un élève. Tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis ça, ben, il n'y a pas assez de monde qui sont capables, comme tu as dit, c'est mettre son oreille de côté, de mettre le miroir dans son visage, puis de réaliser, non seulement on n'est pas parfait, mais on est dans un processus de croissance, puis que ce processus-là de croissance, ben, il n'arrêtera jamais. Est un élève. Un élève de la vie, élève tous les jours. Oui, Aujourd'hui, je suis un élève à ouais, côté de toi. ouais. Alors, Je suis un élève à côté de toi aussi. absolument. Donc, you know what? That's how we learn. Alors, aujourd'hui, vous êtes l'élève où vous apprenez de notre partage ici. Donc, excellent. Je comprends un peu le processus, Ouais. d'où tu viens. Y a-t-il une raison pourquoi tu as commencé le courtage avant qu'on change de sujet? Oui, ben comme je t'ai dit, moi, je suis un gars de business. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que je voulais avoir mon entreprise. Ça m'importait peu qu'est-ce que ça allait être. C'était plus vraiment l'importance. Pour moi, c'était la liberté. Quand je dis liberté, évidemment, liberté financière, c'est génial. C'est la liberté de temps. C'est la liberté de choisir qu'est-ce que je fais de mon daily. L'immobilier, honnêtement, je suis tombé là-dessus un peu au hasard dans mon soul searching. J'ai comme réalisé que la majeure partie des millionnaires, milliardaires ont été créés par l'immobilier. Et ceux qui n'ont pas été créés par l'immobilier, ils ont quand même de l'immobilier. Ils sont propriétaires d'immobilier. Donc, ça a été comme très facile pour moi de voir, écoute, il y a clairement un dénominateur commun ici. L'immobilier, c'est clairement un véhicule qui est important, qui est utile, qui est puissant. Fait que c'est en m'informant sur l'investissement immobilier, puis en me disant, hey, ça a l'air cool, moi, plus tard, j'aimerais avoir un parc immobilier, que je suis finalement tombé sur la profession de courtier immobilier. Moi, à la base, je pensais qu'un courtier, tu étais un employé, l'agence te donnait un contrat puis tu t'en occupais. Quand j'ai réalisé qu'au contraire, tu étais travailleur autonome, ça a comme piqué ma curiosité. Puis en faisant mes recherches, en m'informant, écoute, j'ai vu qu'il y avait un intérêt, quelque chose, puis je me suis juste lancé. Je me suis pas posé 46 000 questions à savoir est-ce que c'est ma profession, ma passion, ma vocation. Je m'en foutais dans le sens où est-ce que j'avais un intérêt, puis que je fasse ça pendant 2 ans ou pendant 40 ans, je savais que j'allais apprendre de ça. Fait que dès que mon intérêt était confirmé, ben parfait, je suis allé à l'école, je me suis inscrit, je me suis lancé, tu sais. Là, je suis courtier, ça va faire 5 ans. Je ne sais pas si je vais être courtier pendant encore 5, 10, 15, 25 ans. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis courtier en ce moment, j'aime ça, j'apprends. Puis je continue de l'être jusqu'à ce que j'aille une autre vocation qui se présente devant moi. Tu sais. C'est une autre passion qui se développe. Et une des raisons, et ça me permet de poursuivre un peu ma question. Ouais. Étant courtier, tu investis Mhm. et tu fais les choses différemment que les majorités des courtiers immobiliers que je vois. C'est-à-dire que tu ne focuses pas trop sur les listings. Mhm. Tu es plus un courtier d'investisseurs, Mhm. d'acheteurs, Mhm. et acheteurs et investisseurs. Mhm. Donc, parle-moi pourquoi tu as décidé d'aller vers cette Mhm. direction Mhm. versus tous les autres courtiers immobiliers qui disent listing, listing, listing. Ouais. C'est sûr Ouais. que tu négliges pas les listings. Je te laisse parler. Non, c'est ça. Ben, comme tu dis, je peux pas négliger les listings. Je peux pas négliger non plus l'aspect résidentiel, les maisons habituelles qu'on vend, que ce soit représenter l'acheteur ou le vendeur. C'est important de tout faire. Mais la raison pourquoi je préfère prioriser ou focuser et travailler plus avec des investisseurs, c'est simple, c'est un intérêt personnel. Comme je t'ai dit, je suis devenu courtier à cause que je suis tombé sur la gamique investissement immobilier. C'est ça qui m'a passionné dès le début. C'est les chiffres, c'est de créer. Tu sais, c'est magnifique de prendre un client, vendre sa maison, puis lui dire écoute, tu as de l'équité dans ta maison, pourquoi est-ce que tu ne t'achèterais pas un plex ou une propriété qui va te permettre de créer du wealth pour toi et les générations à suivre, tu sais? Puis c'est avoir la capacité d'éduquer ses clients à créer out of thin air un succès monétaire que moi qui m'anime beaucoup. Puis à la base, c'était ça qui était venu me chercher. C'était pas nécessairement regardez cette belle salle de bain, regardez cette belle cuisine. Tu sais. Ce qui venait m'interpeller à la base, c'est vraiment tout l'aspect investissement. Fait que c'est pour ça que je le savais dès le début que j'allais me plonger là-dedans. Maintenant, quand est-ce que j'allais pouvoir le faire? Parce que, encore une fois, à 19 ans, tu commences en immobilier. Déjà que j'ai des setbacks pour vendre une maison, ben, convaincre un investisseur de mettre quelques millions dans un building, c'est une autre gamique, surtout que je n'ai pas d'expérience là-dedans. Donc, l'intérêt était là dès le début. Je savais que ça allait être ma vocation. Ce que je dirais qui m'a permis de rentrer là-dedans plus rapidement, c'est simple, c'est mes 2 mentors. Mes 2 mentors, Andrew et JD, qui sont maintenant avec qui je suis copropriétaire de l'équipe,
eux, c'est vraiment là-dedans qu'ils excellent. Il y avait de l'expérience. Ils m'ont permis d'apprendre très rapidement la prospection, comment closer des deals, comment négocier un bon prix, du wholesaling, c'est-à-dire vendre la promesse d'achat. Euh, Tout le breakdown financier, c'est eux qui m'ont... Tu sais, ils ont pour leur knowledge into me, si on veut. Puis c'est ça qui m'a permis de pouvoir m'orienter vers ça assez rapidement. Puis eux, ils font beaucoup de off-market. Donc, par défaut, moi aussi, je fais beaucoup d'hors-marché, ce qui veut dire que c'est pas nécessairement qu'on ne priorise pas les listings, mais on a plusieurs listings qui sont hors marché. Est-ce que tu peux dire que avant de rentrer dans le hors-marché, Ouais. juste comprendre, Ouais. est-ce que c'est plus facile de concentrer là-dedans versus essayer de trouver des nouveaux listings tous les jours? Non, ben, tu sais, je te dirais que c'est relatif. Il y a une partie de moi qui a envie de dire que c'est plus difficile parce que créer une relation avec un investisseur, ça demande plus de crédibilité. Ça demande aussi souvent plus d'expérience. Il faut être. Tandis que la connexion avec quelqu'un pour vendre la maison, il y a beaucoup plus d'émotionnel, beaucoup plus de relationnel. Donc, ça peut être plus difficile, mais en même temps, je dirais que pour moi, c'est peut-être plus facile simplement à cause de mon type de personnalité, simplement parce que c'est ce que j'aime faire. Puis je pense que quand tu aimes quelque chose beaucoup, beaucoup, quand tu es passionné, ça rend ça plus facile. Donc, je pense que somme toute, tu sais, en théorie, c'est plus difficile, c'est peut-être plus ardu. Il faut que tu te prouves un petit peu plus, justement, établir ta crédibilité. Euh, pour moi, je trouve ça plus facile simplement parce que l'intérêt est plus là. Tu vois, dans les investisseurs, il y a vraiment plusieurs types d'investisseurs. Comment C'est tu sûr. fais pour t'adapter et c'est quoi les types d'investisseurs? Je te prends par surprise avec cette Ouais, question. ouais. Non, c'est une bonne Euh, question. Good, parfait. C'est une bonne question. Tu vois, c'est parce qu'il y a des investisseurs qui sont analytiques, il y a des investisseurs qui sont, they're all about like end goal, end results. Donc, quand tu parles des chiffres, ça leur excite, puis boum, Ouais. ils rentrent dans une transaction Ouais. sans nécessairement être trop analytique. Donc, les rouges, les bleus, les verts, tu vois. C'est ça, le disc model puis tout ça. Exactement. Oui. Donc, comment tu t'adaptes à ça? Puis, Ouais. peux-tu me décortiquer un peu les investisseurs que tu rencontres? Oui, ben écoute, type d'investisseur, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui se spécialisent dans la prospection. Ce pas des investisseurs dans le sens que c'est pas eux qui mettent leur argent, mais ils sont quand même impliqués dans le processus d'investissement immobilier parce que c'est eux qui vont chercher le lead, des fois closer le deal. Maintenant, il y a ceux qui font du wholesaling, qui vont vendre les promesses d'achat. Là, quand on a des gens qui investissent, il y a des gens qui font du flip, il y a des gens ils achètent une propriété pour faire de l'optimisation, ce qui veut dire augmenter les loyers pour ensuite aller refinancer le building. Il y a la méthode BRRR, tu sais, qui est bien populaire, là. BRRR, BRRR, BRRR. Qui est essentiellement, tu achètes un building, tu le rénoves, tu le refinances, puis tu recommences. C'est simple comme ça. Ça, c'est une méthode qui a fait ses preuves pour bâtir son parc immobilier. Fait que, tu sais, chaque investisseur est différent, puis même quand tu vas dans les flips, chaque personne est différente. Comme tu l'as dit, il y a des gens super analytiques, puis il y en a qui sont plus go, 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 let's go. Puis il y en a aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils regardent vraiment la prochaine propriété. C'est quoi le prochain projet? Je veux maximiser ce projet-là. Il y en a qui ont une vision un peu plus à long terme, puis comme bigger picture. Qui vont se dire, regarde, j'ai pas nécessairement besoin de faire le meilleur deal pour la prochaine propriété, tant que ça me positionne d'une façon à ce que ça va me permettre de croître plus rapidement ou que je vais avoir un bon levier. Puis il y en a aussi ils ont besoin de quick turnover. Cette année, on en a fait beaucoup, mon équipe et moi, où est-ce qu'on achète une propriété, puis le but, c'est on achète, on rénove, on revend dans 2-3 mois. Super rapide. Puis des fois, c'est des projets beaucoup plus à long terme, tu sais. Est-ce que tu dirais que tu dois vraiment être flexible, à l'aise avec tous ces investisseurs? Si tu ne choisis pas avec qui tu tombes, Ouais. alors tu dois t'adapter ou tu peux choisir le modèle d'investisseur que tu veux travailler avec? Ben, je te dirais les deux. Moi, j'aime ça être flexible, j'aime m'adapter à tout. Ça me permet d'apprendre. Beaucoup de connaissances en investissement, je les ai eues en développant des relations d'affaires avec des investisseurs. Souvent, mes clients, des fois, ont plus d'expérience que moi en investissement immobilier. C'est sûr que j'ai des connaissances, des connexions, des ressources du marché qui sont peut-être plus accrues. Puis je suis capable de voir ça d'une perspective reculée. Mais des fois, c'est des gens qui ont plus d'expérience. Puis je te dirais que moi, j'aime ça être flexible pour apprendre un peu de tout. Puis j'aime devenir un expert dans tout. Je veux pouvoir dire que ce soit du flip, que ce soit n'importe quoi, comme Simi, I'll help you. Tu sais, que ce soit moi ou mes mentors qui m'aident dans ce processus-là. Mais en même temps, ça peut être bon des fois d'avoir sa spécialité, sa niche. Ce qui est cool, mettons, nous, on est une équipe, ben s'il y a quelqu'un qui est plus dans le flip, quelqu'un qui est plus dans l'optimisation, l'investisseur peut choisir un peu le courtier qui est mieux pour lui. En tant qu'investisseur, il faut que tu choisisses un courtier soit qui est spécialiste dans ce que tu fais ou qui s'adapte bien et qui est vraiment bon.
Mais je pense que tu as comme la chance de faire un peu de tout si c'est ce que tu as envie. Puis moi, je suis encore en processus où est-ce que j'ai envie de tout faire, OK. de créer un bagage très, j'ai envie de dire, exceptionnel dans toutes ces sphères-là. Puis éventuellement, peut-être avoir une niche un peu plus précise, puis diviser un petit peu les contrats entre moi et les membres de mon Ça me équipe. parle beaucoup parce que quand je suis rentré dans les hypothèques, Mhm. une des choses que je voulais faire, c'est vraiment rentrer dans le financement privé rapidement. Parce que dans le financement privé, les échelons sont assez, je dirais, simples, mais c'est pas vrai simple. C'est plus accessible de monter. C'est-à-dire que, OK. par exemple, tu sais, si je travaille avec les banques, je ne peux Mhm. pas nécessairement parler avec le vice-président de la banque, tu vois, pour savoir comment que, tu sais, le gars, il a fait son argent, comment que, tu sais, que son argent fonctionne, c'est quoi le fonctionnement bancaire, comment il place son argent, comment, tu sais, tout le système bancaire, même les courtiers hypothécaires. Si on doit décortiquer comment une hypothèque fonctionne, il y a un certain niveau, on ne peut plus franchir. Mhm. On arrête, C'est ça s'arrête. plafonné un peu. C'est plafonné parce que tu n'as pas de connaissances. C'est pas expliqué. Les banques ne veulent pas nous expliquer. Right? Donc, juste pour la pénalité, d'une banque à l'autre, c'est vraiment des calculs différents. Ouais. Donc, déjà, on garde la tête pour savoir, OK, c'est quoi la formule. Donc, c'est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas. Hein? Tu penses, Alors, ouais? ah ouais, c'est fait exprès. Carrément, C'est sûr hein? que tu peux apprendre, tu peux comprendre. Un bon courtier hypothécaire Ouais. va aller chercher les, euh, les informations pour pouvoir s'instruire. Maintenant, pourquoi je dis ça, c'est parce que dans le financement privé, c'est plus facile à parler avec le gars qui prête l'argent. Right? Mhm. Alors, moi, C'est un lien plus direct, il y a moins d'échelons entre toi et... Ouais, exactement. je comprends. Alors, alors, moi, je suis capable d'avoir des conversations avec cette personne qui a fait ses millions pour avoir une discussion, pour savoir OK, comment il a fait son argent, comment il décide de financer dans tel projet versus une autre. Mhm. Alors, c'est la raison pourquoi je suis rentré dans le financement privé, une des raisons. Ouais. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que parce que je peux apprendre de cette personne, ça me permettait d'apprendre plus rapidement Mhm. et un jour devenir prêteur privé, dont je suis Absolument. aujourd'hui prêteur privé. Alors, qu'est-ce qui est intéressant en tant que courtier immobilier, et tu le fais, tu vis en ce moment cette expérience, et quand tu travailles avec les investisseurs et tu poses des questions de comment ils ont réussi, Mhm. pourquoi ils rentrent dans cette transaction, ça Ouais. te permet d'apprendre. Ben oui, Parce que ça te permet d'apprendre. Tu peux aussi faire des investissements. absolument. Quelque chose que tu fais également. Mhm, mhm. Quelqu'un qui est courtier immobilier, si tu prônes l'investissement immobilier, faut que toi-même tu le fais, right? Cordonnier Sinon, mal chaussé. exactement un Tu sais. cordonnier, c'était un Ouais. cordonnier mal chaussé. Alors, peux-tu nous raconter, par exemple, un genre d'exemple Mhm. parce qu'il y avait un investisseur Mhm. et que tu es arrivé à faire ce deal, par exemple? C'est Tu veux sûrement que dire, mettons, une situation où est-ce que j'ai appris d'un investisseur ou une tu as situation où est-ce que... pris d'un investisseur ou tu as link up, tu as partner up avec un investisseur qui était Ouais. de la base ton client. Est-ce qu'il y a Ouais, des ouais, situations comme ouais, ça? ouais. Oui, oui, c'est sûr qu'il y en a un, mais regarde, je vais te donner un exemple. C'est pas exactement comme ça, mais je pense quand même valuable. Ça, c'est la première fois que j'ai fait du wholesaling. OK. Du wholesaling, autrement dit, c'est que t'as- tu vends une propriété, tu as un vendeur, tu as un acheteur, tu prends tu lock in un deal, là, dans le fond, tu as un bon prix sur une propriété, puis tu le vends à quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas besoin de l'acheter. Donc, ce deal-là, je me suis pas mis dans la propriété, mon nom n'a jamais été nulle part. J'ai juste vraiment négocié un super bon prix avec la personne qui est intéressée à vendre. OK, je suis allé chercher un super bon deal. Puis après ça, j'ai trouvé un acheteur qui était intéressé à acheter la propriété. Puis j'ai fait le gap. J'ai vendu la promesse d'achat, autrement dit. Petit peu comme une commission en tant que courtier, sauf que beaucoup plus. C'est le gap en tant que commission, c'est pas la même chose. Du wholesale, tu peux aller chercher beaucoup plus. Puis ça a été difficile là-dedans parce que quand j'ai lock-in le deal, j'avais fait une promesse au vendeur que j'allais pouvoir closer dessus, mais je n'avais pas encore trouvé l'acheteur. Puis le vendeur, il a fait des démarches justement pour déménager de la propriété puis tout. Puis j'avais un acheteur, puis finalement, l'acheteur s'est désisté à 2, 3 semaines d'avis. Puis là, je me retrouvais dans une situation où est-ce que le vendeur, si je n'aurais pas ma parole, ben lui, il était dans la marde, autrement dit. Tu sais. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire une relation d'affaires, évidemment. Donc, ce que j'ai dit au vendeur, je dis écoute, inquiète-toi pas. Si je ne réussis pas à vendre ta propriété, si mon wholesaling ne marche pas dans les 2, 3 prochaines semaines, je vais payer de ma poche toutes tes dépenses de vie. Parce que lui, il me disait j'ai besoin de vendre la maison pour pouvoir afford le loyer, le ci, le ça.
Je dis, ben regarde, ça va être à chaque mois, ça va venir de ma poche, je vais tout payer tes dépenses de vie, tu sais, t'en fais pas, je vais honorer ma parole. Fait que là, il y avait un stress qui s'embarquait aussi. Finalement, 2 semaines plus tard, mon partner Grant a trouvé un acheteur pour la propriété. Il a acheté à un prix, dans le fond, 20 000 de plus que ce qu'on pensait la vendre initialement. Donc, ça faisait beaucoup de sens au niveau monétaire, ce deal-là. Il a closé le même jour, all cash. Fait que ça s'est fait comme sur des roulettes, là. Vraiment, c'était comme tellement clutch, là. C'est rougeant, j'avais de la misère à le croire. Je me disais, coudon, on est à 2 semaines d'avis, on trouve quelqu'un, 2 semaines plus tard, parfait, close, pas de problème. Mais ce qui était intéressant dans ce deal-là, c'est que cet acheteur-là, j'avais aucune idée c'était qui. Il était venu sur un autre de mes listings, une autre propriété qu'on était en train de rénover, qu'on voulait vendre. On s'est rencontrés là, on lui a dit, écoute, viens voir celle-ci. Puis, à cette heure, ben, cette personne-là, c'est un bon client à moi. Tu sais. Puis c'est un gars qui fait de la construction. Donc, lui, il voulait démolir, construire. Fait que là, maintenant, cette personne-là, quand j'ai des clients qui veulent construire, je peux référer des clients. Écoutez, allez voir cette personne-là, il va bâtir votre maison. Fait que c'est mon contact de construction, c'est un contact de rénovation, c'est un contact qui achète des propriétés. Ça va être un futur partenariat potentiel aussi dans le futur. C'est un gars qui a des bons fonds, qui peut faire du financement privé. Fait que tout ça est découlé de on a perdu un acheteur potentiel. Il a fallu qu'on se revêt sur un 10 cents pour trouver un nouvel acheteur pour la propriété. Puis on a fait une connexion qui est exceptionnelle. Tu sais. Fait que le gars, il l'a acheté, il est en train de démolir, il est en train de construire la maison présentement. Quand elle va être construite, ben, c'est un listing pour nous parce qu'il va nous engager pour la vendre, la maison, Excellent. le nouveau projet. Des fois, il y a des choses qui arrivent, puis ils arrivent au bon moment. Ben oui, puis tu le sais Et pas sur le coup. Là. Moi, quand le deal est mort, là, moi, je me mettais à capoter. Mon Dieu, c'était une des pires journées de mon année. Puis finalement, wow, une chance parce que cette personne-là que j'ai rencontrée, c'est un gars qui est sharp. Tu sais. Puis c'est un gars avec qui j'ai envie de travailler. L'autre qui achetait initialement, bon, rien contre lui, là, mais tu sais, super bon gars, mais ça a été probablement la seule transaction qu'on aurait fait ensemble. Tandis que là, j'ai bâti une relation d'affaires avec quelqu'un que je me dis, wow, moi, je le veux dans mon cercle pour le futur. Là, tu sais. parce que, tu sais, entre parenthèses, Ouais. ces genres d'opportunités, tu le crées parce que tu te concentres à travailler avec des investisseurs. Oui, c'est Hein? ça. Ouais. Et il y en a qui vont taper ton nom, ils vont taper les noms des certains courtiers, ils vont dire, OK, ils vont aller se centrer, ils vont dire, Mhm. ah, le gars, il y a un listing, c'est le gars qui parle, lui. Mhm, Ah. mhm. Ouais, ouais, c'est Mais ça. tu sais, il y a tout un monde dans le courtage immobilier, c'est Mhm. vaste. Ben Il y a oui. tellement de possibilités, tellement de créneaux dans le courtage immobilier. Mhm, mhm. Alors, c'est détrompez-vous et jugez pas les gens rapidement parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de façons de faire dans le courtage Ben pour oui. réussir. Si tu es à l'aise, Alex, à 24 ans, je pense que c'est vraiment motivant Ouais, pour que tu partages cette ouais, ouais, ouais. information. Ta dernière année, tu as fait combien? Ma dernière année, ben regarde, si on regarde cette année-ci, là, on est probablement dans les environs du 300-350. C'était ça mon objectif au début de l'année. Ça, c'est. Boom, Ouais. boom, 24, Ouais, ouais, 350. ouais. Mais Ah, tu sais, c'est bien, mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a tellement plus à ça, tu sais. Dans le sens où moi, quand j'ai commencé en immobilier, je me disais, ah, wow, quand je vais toucher le 100 000, tu sais, 100 000, là, ça avait l'air à 19 ans, quelque chose d'exceptionnel, tu sais. Puis finalement, dans ma première année, j'ai fait 22 transactions, j'ai fait 140 environ, tu sais, en gross, là. Euh, Puis ce montant-là, ça a comme fait un switch dans ma tête que, OK, tu sais, il n'y a pas de limite, puis 100 000, tu sais, c'est excellent, c'est bon pour beaucoup de personnes, mais ne jamais avoir un chiffre qui te limite, tu sais. Ne jamais avoir ça comme, ah, ça c'est le summum, ça c'est le top, tu sais. Quand j'ai surpassé ça dans ma première année, ça l'a fait un déclic dans ma tête, puis tu sais, ça a changé ma vie, là. Je vivais dans un appartement avec mon père, j'ai pu aller chercher une maison, amener mon père avec moi, vivre dans une belle maison, tu sais. La qualité de vie, elle change. Aussi, ton identité, comment tu te perçois. Tu sais, tu te vois tout de suite, au lieu de te voir comme un adolescent, tu te vois comme un professionnel. Tu sais, puis tu te bâtis une crédibilité. Tu sais, fait que c'est au-delà de l'argent puis de ce que tu achètes avec, c'est ton sense of self qui grandit parce que tu le sais que pour aller chercher cet argent-là, il a fallu que tu te démarques, il a fallu que tu aies de la discipline, il a fallu que tu travailles fort. Fait que tout ce qu'il a fallu que tu fasses, sur quoi tu as travaillé pour aller chercher ce montant-là, c'est ça qui est valuable, tu sais. C'est pas le 140 000, c'est qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses, la personne qu'il a fallu que tu deviennes pour aller chercher ce 40 000 qui est magnifique là-dedans. Puis après le 40 000, ben là, après ça, c'est le 140 000, là, c'est le 200, puis après ça, c'est le 3, puis après ça, puis tu montes, puis à chaque étape, à chaque échelon, il faut tellement que tu ailles chercher un bagage pour pouvoir grandir puis devenir la prochaine personne, le prochain step. C'est ça et qui est. c'est magique, man. Ouais. Magique, c'est le mot, honnêtement. J'admire ce que tu dis, puis j'écoute, j'entends, puis ça me stimule parce que honnêtement, je dis à tout le monde, la personne que tu es aujourd'hui, Mhm.
et le montant que tu fais, you deserve it. That's what you worth. Tu comprends? Ça veut dire que si tu veux 40 000, ben, si tu vaux 40 000, l'information que tu as vaut seulement 40 000. C'est La, exactement. la discipline, la façon de faire, les connaissances, ta façon d'agir, tout ça vaut, si on veut mettre ça monétairement, vaut 40 000. Une personne de 500 000, tu vas voir, il y a un flair différent, il y a une Ouais, ouais, énergie ouais. différente. Ouais. Tu sais, tu vois, sa présence est là, tu vois, d'une façon, de sa manière, mais tu le vois que le gars, là, Ouais. c'est un big baller. Ouais. Un gars qui fait, un gars qui fait 2 millions, 3 millions, ah, c'est un autre game, c'est une autre façon d'être. Alors, pour devenir une personne qui fait 1 million, faut que tu vas chercher les informations, Ouais. faut que tu deviennes une nouvelle personne. Ouais. Tu Faut vois? que tu offres la valeur qui vaut 1 million. Exact. L'argent, c'est comme une unité de mesure. Tu as les centimètres, tu as les ci. Ben, aujourd'hui, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, l'argent, c'est l'unité de mesure du succès. Tu sais. Mais c'est sûr que pour toi puis moi, c'est pas ça le succès. C'est pas l'argent, c'est la personne que tu es, c'est le ci, c'est le ça, comme tu le dis. C'est ton bagage, c'est tes connaissances, c'est la valeur que tu apportes aux clients et les gens autour de toi. Mais l'unité de mesure en chiffres qu'on peut mettre qui calcule le succès, aujourd'hui, l'argent, c'en est une bonne. Fait que comme tu dis, quand tu as quelqu'un qui fait 40 000, ben, ça sert à dire ah, je fais juste 40 000, ouais, j'ai juste fait 30, peu importe. Ouais, mais si tu es là, il faut que tu réalises tes shortcomings, il faut que tu sois un élève, puis que tu réalises que si tu veux te rendre à 100, 150, 200, 2 millions, ben, ce que tu as besoin, c'est de l'apprentissage, c'est de la croissance. La croissance, Tu as exactement. vraiment raison. Tu sais, l'argent que tu fais, c'est la réflexion de la personne que tu es, puis ce que tu amènes comme valeur in the marketplace. Puis si on prend l'exemple, par exemple, d'un courtier immobilier, un courtier immobilier qui fait 40 000 par année, et un courtier immobilier qui fait 350 000, et versus 1 million, tu vois aussi une différence. C'est sûr. C'est la raison pourquoi tu ne fais pas 1 million encore. Je suis Parce que pas encore rendu tu n'es là. pas encore là. Je suis pas encore rendu Tu n'es là. pas là parce qu'il y a une certaine expérience que tu dois aller chercher. Mhm. Tu dois recréer ta personne, Oui, exactement. recréer ton énergie, Oui. l'information. Et tu vas te rendre là parce que tu cherches cette information. Oui, Right? oui, oui. Et la personne qui fait 40-50 000, tu le vois agir. Puis Mhm. si ça fait longtemps qu'il fait 40-50 000, tu vois agir, tu analyses cette personne, tu comprends rapidement pourquoi il fait 40-50 000. Mhm. C'est tout le temps du chialage, c'est tout le temps la faute des autres, tout le temps un autre courtier qui vole de la business, tout le temps il y a trop de courtiers qui rentrent dans la marché, Ouais. tout le temps quelque chose d'un issue comme ça, tu vois. Je peux te faire je vais te partager quelque chose, ça, je le vois souvent. Là. Je vois beaucoup de courtiers, mettons, qui vont être fâchés quand des amis ou des membres de la famille, ah, il m'a pas choisi. Tu sais. Ma mère, bon, la mère, ça serait rough. Là. Ça, j'avoue, serait dur. Ouais, Mais ça disons, serait rough. je sais pas, ma tante, mon cousin ou mon ami ou un gars avec qui j'étais là au secondaire m'a pas choisi comme courtier. Puis là, ils sont fâchés après, hein, c'est de leur faute. Voyons donc, voir qu'il m'a pas choisi. Nan. Wake up, là. Si ton cousin t'a pas choisi, c'est que t'as pas été capable de lui démontrer que tu es la personne pour lui. T'as pas été capable de le convaincre, que ce soit par ta conversation avec lui, par ta prestance, par ton contenu. T'as pas été capable de le convaincre que c'est toi qui va amener les meilleurs résultats pour lui. Fait que pourquoi est-ce que tu blâmerais ton cousin dans le sens où est-ce que, évidemment, la décision la plus facile pour ton cousin, c'est de te choisir toi et te connaître. Si tu n'as pas choisi, là, c'est pas de sa faute, c'est pas un mauvais cousin. Ah, tu sais, when your family backstabs you, genre, tu sais, cette affaire-là, voyons donc, là. Tu sais, réalise que c'est ta responsabilité, c'est toi qui es en contrôle, puis sois un élève. Fuck, ton cousin t'a pas. C'est claque dans la face. Mais là. tu sais, ton cousin t'a pas choisi, man. Qu'est-ce que ça en dit, ça, sur qu'est-ce que tu amènes en termes de valeur? Il y a clairement une raison derrière ça. Pense-y un peu. Si Ben tu es oui. vraiment that guy, you know, Ben oui. si que tu testes ton cousin, là, il sait en évitant de te choisir, il perd beaucoup. Il se sent oui. qu'il perd beaucoup. Il va être coupable à Noël là, quand tu vas le regarder avec tes yeux de feu. Là. Ouais. C'est pas le fun pour lui non plus, tu sais. Tu sais, ceux qui disent, ah ben, tu sais, ils veulent pas. Le gars, il veut juste pas, tu sais, que tu sais combien qu'il fait. Mais un gars qui voit à quel point c'est important de s'associer avec du monde qui font de l'argent. Ouais. Les gens qui font de l'argent aussi. Ouais. Tu vois? Ouais. Les gens qui s'associent à des gens qui font de l'argent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, il a juste pas compris. Comme par exemple le cousin, là. Par exemple, si le gars, il veut pas s'associer avec toi parce qu'il veut pas que tu saches ses chiffres. Raison de confidentialité, si on veut. Là. Ouais, Il a pas compris, puis c'est correct. ouais. Mais, autre que ça, genre, Ouais. c'est ta faute. Ben oui, Ouais, 100%. c'est ta 100%. faute. Tu sais, des fois aussi, il y en a qui vont juste dire, ben, je veux pas m'associer avec la famille pour pas créer de chicane familiale. Puis c'est vrai, puis c'est valable, tu sais. Mais dans tous les cas, mon point, c'est que tu peux pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il t'a pas engagé.
C'est soit qu'il y a de bonnes raisons, comme tu dis, il veut garder ses choses confidentielles, il veut pas faire de chicane ou whatever, pas compromette l'amitié, ou tu t'es pas prouvé, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'affaire à être bitter, tu sais, d'en vouloir à la personne, d'avoir du ressentiment envers la personne. Tout ce que tu as à faire, puis de toute façon, ça ne va pas t'aider hein, si tu fais ça, là, ça ne va pas t'amener nulle part. Tout ce que tu as à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent pour montrer ta valeur, pour faire réaliser à la personne que tu es la bonne personne pour lui. Puis d'apprendre de ça, que dans 2 ans, quand il veut vendre, ou quand tu as un autre membre ou un autre ami qui veut, ben, tu t'assures qu'il t'engage à cause que tu as démontré que tu es la personne à engager. Tu sais. Si tu n'as pas engagé, c'est simple, c'est que tu n'étais pas la personne pour lui. Encore là, ça s'explique pourquoi, à ton âge, tu as le succès que tu as. À 24 ans, tu es un chef d'équipe parce que tu as beaucoup de maturité sur tes réflexions. J'ai remarqué. J'apprécie. It's about taking responsibility. Yeah. Absolutely, absolutely. Et parlant de wholesaling, revenons au wholesaling parce que peut-être qu'il y a du monde qui ne comprennent pas cette game, tu vois. Et il y a de l'argent à faire. Et je me rappelle, là, avant même que je rentre dans le courtage, j'ai essayé de faire un wholesale. OK. Et ça n'a pas fonctionné, Ouais. mais ça m'a permis de prendre l'expérience. Je suis allé sur Kijiji en disant que j'achète des maisons, content. Mais la réalité, c'est que j'ai trouvé une façon d'acheter la maison content par la suite. Par la suite, j'ai eu des gens qui m'ont écrit « Hey, j'aimerais ça vendre ma maison, peux-tu venir évaluer? » J'ai dit « OK, il n'y a pas de problème, je viens évaluer. Puis si j'aime bien, j'achète. » J'ai presque lock le deal. En fait, je l'ai lock le deal verbalement. J'avais peut-être 20 ans dans ce temps-là. Je ne me rappelle plus de quelle ville Si tu sors et que c'est pas signé, mon chum, c'est pas lock-in. Ah, je sais. Mais tu vois, c'est l'expérience. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis là, la fille a dit amène un deal, puis amène un acheteur potentiel, puis on s'en parle. Ouais. C'est guess what? C'est à c'est dans comme 45, 1 heure d'ici. Genre. Au nord, genre? Dans le sud. Dans le sud. OK. Alors, tu vois, tout ce que j'ai dû faire à 20 ans pour lock verbalement le deal. C'est que ça marche, là, tu sais. Puis là, j'ai trouvé l'investisseur. OK. Et là, je suis venu avec l'investisseur pour évaluer la propriété. OK. Donc, je suis allé très loin, là. Oui. Sauf qu'il y avait trop de travaux à faire. Puis là, ce que madame demandait était pas raisonnable. Il n'y avait pas de marge de profit. Il n'y avait pas de marge de profit. Correct. Ouais. Et je pense que... Est-ce que j'ai posé la question, c'est combien ton hypothèque? J'avais pas assez d'expérience pour comprendre c'est quoi la raison pourquoi elle ne pouvait pas vendre moins cher que ce qu'elle demandait. Ouais. Est-ce que j'ai bien négocié? C'est sûr que non. Par contre, ça m'a permis ça m'a permis d'avoir une expérience et ça m'a donné l'envie de rentrer encore plus dans l'immobilier. Bref, le wholesaling, ça m'a toujours intéressé et j'avais compris la game à 20 ans. J'ai juste pas continué parce que je suis entré en courtage hypothécaire. Wholesaling, c'est de vendre des offres d'achat. Right? C'est locker le deal, négocier le prix d'achat, locker le deal, mais vous n'avez pas l'argent. Après, par la suite, vous vendez cette offre d'achat à quelqu'un d'autre, que lui, il a l'argent et il est intéressé à faire la transaction. Toi, tu gagnes. Tu prends en marge de profit de l'acheteur. L'acheteur, il fait le plus gros argent. C'est sûr, c'est lui l'investisseur. Exact. Par contre, c'est très payant. Si, mettons qu'il y a 100 000 à faire, vous chargez 10 000. L'acheteur fait 90 000, mais vous chargez 10 000 pour peut-être, je ne sais pas moi, 40 heures de travail. Des fois moins, quand tu as un système en place, tu as des gens qui travaillent pour toi pour aller te chercher des deals, par exemple. Tout ce que tu as à faire, servir puis te closer aussi. Plus que tu augmentes, que tu améliores ton skills de négociation, moins d'heures tu as à mettre. Tu sais. Mais ce qui est génial, Alex, c'est que ça, c'est les investisseurs qui apprennent à faire ça. Puis après ça, ils mettent ça en pratique, right? Le wholesaling, puis tout ça. Tandis que toi, tu le fais, right? En tant que courtier immobilier. Mais c'est normal quand j'y pense. Vous êtes sur le terrain tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de voir des propriétés, de parler avec des acheteurs, des vendeurs. Alors, tu sais, à un moment donné, si tu vois une deal à 200 000 de profit, même si tu n'as pas l'argent pour le faire, man, lock le deal. Ben exactement. Puis avant de rentrer plus loin, est-ce que c'est légal de faire ça? Écoute, j'ai eu vent qu'il disait qu'au Québec, c'était pas légal de faire du wholesaling.
OK? J'ai eu vent de ça. Au States, c'est super populaire. J'ai eu vent de ça. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, regarde, il y a tout le temps une façon de le faire dans la mesure du légal, dans le sens où est-ce que le vendeur, s'il est content du prix que tu y apportes, l'acheteur est content de l'offre de service que tu y amènes, tu sais, ben à la fin de la journée, il y a tout le temps une façon de monétiser ça. Hein? C'est de la valeur. Tu sais, ça peut être en tant que consultation, mais en tant que courtier, techniquement, ça peut être une commission. Hein? J'ai un deal, mettons, à 200 000, je le revends à 210, le 10 000, ben, c'est un 10 000 de commission comme n'importe quoi. Tu sais. Fait que la licence, peut-être que ça aide, si on veut, à le mettre sur papier, que ce soit mieux. Mais regarde, il y a tellement de monde qui le font. Je suis convaincu que c'est pas illégal en soi. Puis, tu sais, il y a clairement une façon. Là, tu sais, en tant que travailleur autonome, par exemple, là, moi, je peux te faire une facture. Tu sais, puis je te charge pourtant. En ce moment, là, tu sais, tu pourrais me charger, Alexandre, tu sais, tu viens sur mon podcast, nan, tu me dois 500$ parce que tu as été là, puis je te paye, tu sais, puis fait que c'est un service. Fait que je me dis, tu sais, c'est un petit peu le même principe au niveau que le wholesaling. Je ne sais pas s'il y a une façon particulière de charger ce montant-là pour pas que ce soit illégal. Tu vois, Toi, tu le sais-tu, c'est au Québec? Parce que j'ai entendu ça, des gens qui m'ont dit au Québec, on peut pas faire de tu sais, quand wholesaling, puis je le vois tellement, je me je dis. vivais cette expérience à 20 ans, Ouais, je me ouais, suis fait dire que c'est illégal de le ouais, faire si ouais. tu n'as pas le permis de courtage immobilier. Ah, OK. Right? Alors, toi, étant courtier immobilier, Mhm. techniquement, tu peux le passer comme une commission. Puis si les gens qui nous écoutent, puis vous êtes rendus jusqu'à là dans la conversation, Ouais. écrivez-nous comment que vous fonctionnez si vous êtes dans le wholesaling. Parce que je pense que dans un des titres de notre vidéo, ça serait les différents types Ben oui, l'investissement, c'est d'investissements sûr. qu'on peut faire en tant que Mhm, courtier mhm. immobilier. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons, là, tu travailles pour un courtier immobilier, OK? Mettons, là, toi, tu travailles pour moi, je t'offre un emploi. Puis toi, ce que tu fais, là, c'est que tu fais de la prospection, OK? Puis tu vas lock in des deals, OK? Puis là, tu me l'amènes. Puis moi, je suis courtier. Fait que là, moi, je me fais payer tout, mais j'ai le droit de te payer en tant qu'employé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, mettons, je me fais un 20 000 de commission, mais je le sais que toi, tu es mon employé, tu as travaillé pour ça, ben, je peux te donner un chèque de 15 000 ou peu importe parce que tu es mon employé ou tu es, sous-contractant pour moi. Puis moi, dans le fond, peut-être que tu peux pas avoir une commission, mais moi, je peux faire payer une commission, puis moi, je peux te payer. Je Si pense on que veut, tout le tu sais. monde est gagnant là-dedans. Même le gouvernement est gagnant là-dedans. Ben oui, ben oui. Il n'y a rien en dessous de la table. Tout est fait Ben oui. par des chèques, des choses qui rentrent dans T'es ton compte imposé, bancaire. tout oui. est legit, tu sais. Fait que- Si le gouvernement nous écoute, guys, on vous donne là, votre argent, OK? beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et c'est pas des petites centaines de piastres, là. C'est des milliers de dollars. Alors, vous recevez beaucoup. Ouais. Mais les gens qui connaissent plus la fiscalité, mais peut-être pas la fiscalité, les lois, écrivez-nous. On veut savoir comment que ça fonctionne. Non, c'est vrai. Parce que tout le monde le fait. J'en connais énormément d'investisseurs qui le font. Les jeunes qui nous écoutent, OK? Que si tu es un courtier immobilier ou tu es simplement, ça t'intéresse l'immobilier, guys, il n'y a pas d'excuse. Mhm. Genre, tu as le temps. Tu as le temps du monde en ce moment. Il y a du monde comme nous, on a peut-être moins de temps que toi en ce moment. Right? C'est une luxe, le temps. Donc, tu vas chercher les connaissances, tu vas lock les deals, tu vas négocier avec les vendeurs, tu vas aller chercher les avis de 60 jours, les successions, les hypothèques légales. C'est quoi d'autre? Pas mal ça, là, Ouais, mais- les propriétés qui sont qui ont besoin d'amour. Tu vas Ouais. cogner à la porte, tu négocies avec le vendeur. Écoute, j'ai peut-être des acheteurs potentiels, tu veux-tu acheter? Tu veux-tu vendre, pardon? Et par la suite, tu lock le deal. C'est Tu ça. vas voir quelqu'un que lui, il a de l'argent. OK? Ouais. Viens me voir si tu cherches du monde qui ont de l'argent. Mhm. T'inquiète pas, ça se fait que je l'achète ton deal. Il va s'occuper de toi comme il faut. Exact. Puis par la suite, on achète le deal. Tu viens de simplement aider du monde à faire de l'argent et tu mérites un montant Ouais. de cet argent Ouais. qu'on fait. Hein, ça peut être 5 000, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, Ouais. dépendamment du profit. Ouais. C'est comme ça que tu t'enrichis rapidement. Mais tu amènes un bon point parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent, quand ils sont jeunes ou ils manquent d'expérience ou ils n'ont juste pas les fonds, ils vont se dire moi, j'aimerais ça investir en immobilier, mais j'ai pas l'argent. Je peux pas le faire. J'aimerais acheter une propriété, mais j'ai pas 100 000 ou quoi que ce soit. Mais la prospection puis le wholesaling, c'est justement une façon de commencer sans argent. Tu peux investir en immobilier ou peut-être pas investir, mais tu peux mouiller tes pieds, aller dans le domaine d'investissement sans avoir un sou, carrément. Tout ce que tu as à faire, c'est lock le deal. Il y a un saying qui dit c'est pas l'argent, c'est pas difficile à trouver, c'est l'opportunité. Une fois que tu as l'opportunité, ben, l'argent elle suit. Man, Ça, ce que je suis en ce moment, et comme je courtois vraiment beaucoup de personnes qui ont de l'argent, Ouais. trust me, dans le passé, je pensais que c'est de l'argent. Trouver l'argent, c'était un problème. Maintenant, ces gens-là que je courtois, Ouais.
ils sont tous en train de chercher des opportunités parce que leur argent dort dans leur compte bancaire. On ne parle pas d'une dizaine de milliers de dollars, là. Je Ouais. parle de centaines de milliers de dollars, Ouais. même des millions de dollars. Tu vois? Ouais. Il y a du venture capital tout ce qu'ils font, c'est juste garder de l'argent pour trouver des opportunités pour investir. Ouais. Alors, trouver des opportunités pour ces gens-là, il y a un prix à ça, Ben il y a un oui. montant d'argent qui Oui. est alloué à ça. Tu viens, là, tu dis à quelqu'un qui a des fonds, tu dis, regarde, j'ai trouvé une propriété, elle coûte tant, il y a un potentiel de faire 150 000 dessus, moi je veux 20 000, puis elle est à toi. Je vois pas grand raison pourquoi est-ce que la personne cracherait là-dessus, là, tu sais. Si le deal il est réalisable, puis que c'est vrai là, que la marge de profit est, mettons, 150, tu demandes un 10 ou un 20, je veux dire, tu sais, c'est une opportunité, tu sais, c'est de la valeur. On parlait tantôt, là, tu t'es payé selon la valeur que tu amènes dans le marketplace. Mais si tu n'es pas capable de lock in un deal, bonne chance, tu sais. Mais si tu es bon, tu en lock un à tous les mois, ben, à tous les mois, tu es capable d'aller faire un revenu pour ça. Puis si tu n'es pas capable de locker des deals, OK, que tu n'as pas encore appris ça, mais que tu en as dedans, tu as envie de faire la prospection, tu as envie de commencer en immobilier, mais tu vas voir un coach. Ouais, Tu sais, tu vas voir un gars comme toi ou un gars comme moi, tu dis, écoute, moi, j'ai envie de faire du porte-à-porte, j'ai envie de comprendre comment convaincre les gens de me vendre leur propriété à un prix qui fait du sens, j'ai envie de comprendre le breakdown, les projections financières, la décortication monétaire au travers d'un deal pour être capable de faire de l'argent. Ben parfait, regarde, tu sais, tu as un moyen d'aller chercher un mentorat, là. Tu Et fais du porte-à-porte, quand tu as une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui dit, ah, il y a peut-être un intérêt, ben je vais venir avec toi. Tu sais, je vais venir avec toi, puis on va faire la négociation ensemble. Tu vas voir le processus de A à Z de comment est-ce que je fais pour lock le deal à un prix qui est intéressant pour le vendeur avec les bons arguments, puis aussi un prix qui est intéressant évidemment pour l'acheteur potentiel. Puis on travaille ça ensemble, tu apprends ce processus-là, puis tu es rémunéré pour avoir ouvert la porte. Tu sais, puis au travers de ça, tu en fais une couple de fois, puis un moment donné, ben, c'est rendu toi le pro. par exemple, où est-ce qu'un courtier immobilier vient en aide Mhm. dans ce processus? Autre que toi Ouais. qui viens, peut-être, tu es le wholesaler, Ouais. mais au-delà de ça, comment qu'un courtier immobilier peut aider Mhm. ces investisseurs? Mais c'est intéressant parce que ce qu'on parle en ce moment, ça n'a rien à voir avec un courtier immobilier. C'est ça que je trouve qui est cool. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai plusieurs chapeaux. C'est sûr que, bon, là, oui, il y a l'expertise, je connais le marché et tout, mais quand ça vient à donner un coaching sur la prospection, sur négocier un deal, sur ci puis ça, tu sais, il y a des gens, ils sont excellents, c'est leur spécialité. Ils ne sont pas courtiers immobiliers, là. Les plus grands investisseurs, les plus grands gourous d'immobilier, il y en a plein, ils ne sont pas courtiers. Ou s'ils le sont, c'est pas dans ça qu'ils se focus. Fait que c'est les connaissances du marché. Bon, pour répondre à ta question, Puis par il y a une contre... raison pourquoi ils sont pas courtiers immobiliers. Exactement. Hein, ils font beaucoup plus d'argent. Qu'un courtier Like, immobilier. wake up! Ben, réveille! Tu sais, non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, moi, je me positionne tranquillement pas vite à un moment où est-ce que je fais plus d'argent dans mes investissements ou dans mes prospections, dans mes wholesaling, dans toute cette facette-là de mon entreprise que mes transactions immobilières, tu sais. Fait que, tu sais, puis plus ça va aller, plus je pense que cet aspect-là va grossir. Fait que, tu sais, la réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'être courtier immobilier pour faire de l'argent en immobilier. Tu n'as pas besoin d'être courtier immobilier pour être investisseur ou aider des investisseurs ou coacher des gens qui veulent devenir investisseurs en immobilier. Tu as besoin, on l'a dit, de connaissances, de valeurs, de ressources. Ça, oui, tu sais. Mais pour répondre à ta question, bon, être immobilier, c'est sûr que tu as accès à certains logiciels, tu as accès à une certaine base de données. Tu as accès aussi, veux pas, il y a une expérience à force de faire des évaluations, d'être sur le terrain. Il y a ça qui entre en compte. Absolument. Mais tu sais, mettons, Et quand ça ça vient... crée des opportunités aussi. Oui, oui, Ça ben oui, crée parce des que opportunités. tu connais des gens, comme je te dis, tu sais, mettons la maison que j'avais à vendre, ça m'a permis de rencontrer ce gars-là qui a finalement acheté un de mes deals. Fait que c'est sûr que d'être, tu sais, si tu fais de l'investissement immobilier on the side versus tu fais de l'investissement immobilier on the side, puis en plus, à temps plein, tu es courtier, tu es tout le temps dedans. C'est sûr qu'on on peut pas se mentir sur le fait qu'il n'y a pas un edge que tu vas aller chercher, tu sais. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais je vois beaucoup de courtiers, mettons, là, quand je fais un deal de rénovation, tu sais, je prends une maison, bon, elle vaut tant aujourd'hui, elle va valoir tant une fois rénovée. Là, il faut faire la décortication du combien ça va coûter, comment sauver de l'argent pour réaliser le projet. Il y en a plein de courtiers, ils ne savent pas comment ça coûte des prix de réno, là. Ils sont pas, Tu sais? tu sais, on dirait que ça leur intéresse pas. On Ben, dirait que il y a oui, beaucoup qui ils ça leur pensent pas. intéresse pas, ils pensent pas, ils réfléchissent pas. Ils se sont fait dire comment que ça fonctionne le courtage immobilier, comment vendre, comment acheter, comment aider pour les gens qui veulent acheter, qui veulent vendre. Et là, ils vont se concentrer, ils vont mettre toute l'énergie là-dedans. Ouais, Puis ils vont pas réfléchir outside the box. c'est vrai. Il y a toujours de l'argent à faire outside the box. Il y a Oui. tout le temps de l'expérience d'aller chercher outside the box. Mais- Puis ceux qui think outside the box, Ouais. c'est ceux qui performent, C'est
qui réussissent, qui sortent du lot, qui vont travailler avec des investisseurs Ouais. les plus remarquables. Ouais, Hein? ouais, Alors, pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ces investisseurs sont extrêmement créatifs. ouais. Ils veulent travailler avec des courtiers qui sont extrêmement créatifs. Donc, C'est pose-toi sûr. la question, pourquoi lui, il travaille avec cet investisseur, Ouais. que le gars, il est vraiment sharp, et toi, tu n'as pas accès à cet investisseur. Parce que si tu étudies bien cette personne, en tant que courtier immobilier, comme Alex, Mhm. le gars, il est way outside the box, là. Mhm, mhm. Tu vois. Non, tu as raison. Puis penser outside of the box, ça peut être plein de choses. Tu sais. Moi, c'est l'aspect investissement qu'on parle, mais tu sais, ça peut être devenir chef d'équipe. C'est un bon exemple aussi, comme toi. Tu sais, c'est un autre outside of the box. Ça peut être aussi dans ta mise en marché, dans ton marketing. J'en vois plein des courtiers, là, tu sais. Ils se concentrent sur leurs ventes. Ils font vraiment plus de ventes immobilières. Ils font pas le même outside of the box que moi, mais je regarde leur mise en marché, je regarde leurs vidéos, puis si c'est du outside of the box, tu sais. Fait que c'est question de trouver ton outside of the box ou d'explorer différents outside of the box, mais be outside of the box, ça c'est sûr. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu n'établis pas une valeur. Tu ne te démarques pas, en d'autres Mhm. mots, tu sais. Puis tu sais, moi, ce que je trouve ahurissant, c'est que la plupart des courtiers immobiliers, je te jure, n'ont pas de propriété. Tu sais, ils ont leur maison. La plupart n'ont pas de parc immobilier, n'ont pas de. Tu sais, je demande à la plupart des courtiers à mon bureau, là, tu sais, ceux qui font du. Parce que bon, c'est sûr que si tu fais du 30 000, c'est peut-être plus difficile, mais mettons, si tu fais du 200 000 et plus, 70-80% n'ont pas de propriété. Comment ça? Tu sais, je parle aux gens, tu as fait 250 cette année, comment ça, tu n'as pas acheté de propriété? Tu es dedans, tu es hands-on, tu as les contacts, tu as les ci, mais comme tu dis, ils focusent sur leur truc. Puis c'est correct. Puis il y en a peut-être qui ne veulent pas être investisseurs immobiliers, puis c'est correct. Tu sais, à la fin de la journée, il n'y a pas une recette ou une clé qui fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me dis, n'importe qui, que tu sois médecin, avocat, ingénieur, que tu aies ton bistrot, peu importe qui, tu es capable d'investir en immobilier, d'utiliser ton argent, d'utiliser l'immobilier comme véhicule de levier pour te propulser plus loin d'une façon monétaire dans la vie. Donc, sachant que tous ces gens-là peuvent investir en immobilier, comment ça se fait que toi, tu sois courtier immobilier, tu es dedans, c'est ce que tu fais de ta vie, tu as les contacts, tu as les ressources, tu as les réseaux. Comment ça se fait que tu le fais pas, tu sais? Puis ça, c'est une bonne question à se poser, tu sais, c'est vraiment une bonne question à se poser. Comment? Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est selon toi. Ah, tu me poses à moi la Ouais. question. Je sais pas, tu sais, je pense que c'est comme dans n'importe quoi, c'est les insécurités. Tu sais, c'est les peurs dans le sens, bon, moi j'ai 19 ans, je veux devenir courtier. J'aurais pu me dire, ah, je suis trop jeune, ah, je serais pas capable, je veux pas si. Là, je suis courtier, je veux faire un investissement. Ah, mais c'est risqué. Ah, mais là, je veux pas perdre mon argent. Ah, mais là, qu'est-ce qui arrive s'il y a un imprévu ou quoi que ce soit? À la fin de la journée, c'est vraiment de surmonter des objections psychologiques qu'on a. C'est notre dialogue interne. Il faut choisir le dialogue interne qui va nous permettre de réussir quelque chose. Tu sais. Et croyez-moi, vous allez devenir une nouvelle personne du moment que vous faites votre premier investissement. Parce que vous allez vivre le processus que le client vit chaque jour Ouais, avec vous et vous ouais, allez pouvoir partager votre expérience ouais. qui va faire vraiment changer l'expérience du client. C'est Tu sais, vrai. Ben oui. par exemple, acheter des électroménagers. C'est une autre game, tu vois? T'as eu du fun, hein? T'arrêtes pas d'en parler. Yeah, man. Hey, moi, je parle de mon processus que Ouais. j'ai vu en ce moment, tu vois. Acheter des électroménagers, passer chez le notaire. Ouais. C'est quoi le processus? C'est comment aller en succursale? C'est comment le processus? Avoir tes soumissions de contracteurs, choisir le bon contracteur, les délais, les ci, les ça, tu Exact. sais. Il y a une chose d'aider le client à appeler ces gens-là pour avoir des soumissions, mais il y a une chose, vivre le déménagement, tu vois. Vivre les délais entre la date du notaire et le déménagement. Et tout Ouais. ça, c'est que lorsque tu vis, tu as certains insights Mhm, que tu n'auras jamais lorsque tu ne vis pas. mhm. Hein. Au moins une ou deux fois, tu sais, surtout si tu es un investisseur, ça c'est notre game. Un investisseur, aller chez le notaire pas mal chaque mois. Ouais. On est vraiment dans le game, là, mais Ben ouais. ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Ça Ouais. aide beaucoup Ouais. pour partager, pour faire tout donner une expérience exceptionnelle aux clients. C'est sûr, c'est beaucoup plus complet. Tu sais, bon, un courtier qui n'a pas fait d'investissement, je dis pas qu'il peut pas aider un investisseur. C'est sûr qu'il peut, puis l'expertise, elle est là quand même. Mais imagine-toi, si en plus d'avoir cette expertise-là, l'entre-gens, les qualités de courtier que tu as, si tu avais fait un, deux ou trois investissements ou plus, bien, évidemment, c'est de l'information de plus que tu peux donner à ton client, c'est de l'expérience de plus que tu peux l'amener. Ah, fais attention à ci, hop, un petit signe de, tu sais, c'est. Comment que tu aides tes courtiers immobiliers? De quelle façon tu viens en aide en tant que chef d'équipe?
Écoute, il y a plusieurs façons. Regarde, moi, ce que j'aime avec les membres de mon équipe, c'est que c'est des gens que, bon, on est tous là pour s'aider, OK? Mais l'important, c'est que tout le monde est là pour s'aider soi-même. Dans le sens où est-ce que, tu sais, moi, je vais pouvoir t'aider à la limite de où est-ce que tu vas être prêt à te faire aider, que tu vas pouvoir te faire coacher, puis à la limite de que ton propre, tes propres limitations t'amènent, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est important de le comprendre. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon équipe. C'est qu'à la fin de la journée, je suis là pour les supporter. Sauf que, tu sais, j'ai pas besoin de les pousser, j'ai pas besoin de les driver ou quoi que ce soit, tu sais. Euh, Tout le monde Tu fais pas la garderie. ah, fuck non, man. La garderie, là, tu sais, puis je l'ai déjà faite, tu sais, puis mes mentors l'ont déjà fait, puis ils me l'ont dit, tu sais, fais attention, tu sais, faut que tu investisses ton temps, faut que ce soit... Tu sais, si tu es là à faire la garderie, là, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu pas là pour pouvoir aider l'équipe au grand complet, tu sais. Tu perds ton temps sur des affaires qui en valent pas la peine. Bon, c'est sûr qu'au début, quelqu'un qui commence, il y a du coaching à faire un petit peu plus serré, une plus grande proximité, puis c'est normal, tu sais. Mais pour répondre à ta question de façon plus concrète, il y a plusieurs étapes. Quand tu commences en immobilier, là, tu sais, tu fais ton cours, tu t'en vas à l'école, on t'apprend comment, une fois que tu as un client, une fois que tu as une propriété, c'est quoi les papiers, tu sais, la promesse d'achat, le contrat de courtage, puis tous les papiers, l'aspect légal, tout ça. Fait qu'il t'apprend quand tu as le client, qu'est-ce que tu fais avec. Mais ce que tout courtier réalise une fois qu'il arrive sur le marché du travail, c'est que la partie la plus importante, on ne te l'a pas appris, c'est d'aller chercher le client. Tu sais, c'est vraiment ça. Là, tu commences, tu es là, tu sais tout quoi faire, mais que le client y arrive, mais il n'y a pas un client qui tombe du ciel, là, tu sais. Bon, c'est sûr que des fois, le Selon toi, référencement, pourquoi mais tu penses que l'école ne prenne pas le temps d'apprendre? c'est Parce que techniquement, en tant que chef d'équipe, ouais. on apprend beaucoup sur le développement des affaires. Tu sais, Ouais. on enseigne le développement des affaires. Justement, j'ai comme tu sais, vendredi, j'ai pas encore de vente Ouais. avec mes courtiers. Et je pense que ça peut être transféré. Oui. Ça peut Ah, être c'est sûr. enseigné. Moi, comme je dis, les gens qui commencent dans l'équipe, la grosse partie de mon enseignement au début, c'est vraiment la prospection. C'est quoi dire au téléphone, quoi ne pas dire. Puis surtout, c'est pas tant ce que tu dis, mais c'est plus ton énergie et tout ça, tu sais. Alors pourquoi tu penses? Pourquoi qu'ils ne l'apprennent pas à l'école? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Puis tu sais, je pense que si on venait à l'apprendre, ce serait comme un segment, tout un autre segment à faire. Tu sais, ton cours, au lieu de te prendre 6 à 8 mois, il faudrait quasiment que tu rajoutes le double. Puis je pense aussi que c'est parce que c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui est touchy parce que c'est vraiment propre à chacun. Remplir un contrat, là, c'est ta responsabilité professionnelle. T'es censé, toi et moi, on est censé le faire de la même façon. Ben, toi et moi. Un autre courtier et moi, là. On est censé le faire de la même façon. Ça se peut que nos clauses soient pas toutes pareilles, puis tu sais, qu'on a nos petites variantes, mais à la fin de la journée, c'est beaucoup plus un one size fit all. Tandis que la prospection, c'est de trouver ta personnalité, c'est d'analyser aussi la personne, la personnalité de l'autre personne, d'être capable de, de connecter avec la personne, d'aller établir un lien qui va te permettre après ça de pouvoir justement là, transactionner avec la personne. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui est complexe puis qui est trop diversifié à apprendre à Ouais, l'école. je pense que c'est complexe, diversifié. Ça prend peut-être un bac de 4-5 ans. Tu sais, Alors, puis il y a beaucoup de coaching, par contre, out there. Là. Tu sais, que ce soit d'avoir un chef d'équipe, toi, les gens, ils viennent te voir, tu leur apprends plein de trucs, tu sais, c'est sûr. Mais en ligne, tu sais, il y a plein de choses que tu peux apprendre. Puis je me dis, tu sais, à la fin de la journée, là, c'est ta responsabilité, tu sors de l'école. Si tu penses que tu sors de l'école puis que ton apprentissage est fait, là, ouf, tu t'es pas sorti du bois, mon chum. Mais si tu sors puis tu dis, écoute, je vais établir un budget annuel dans mon apprentissage. Tu sais, moi, tout ce que j'apprends à mes courtiers quand ça vient à la prospection, mais je l'ai appris dans une formation que j'ai suivie. ouais. Tu sais, quand je suis comme avant d'être courtier, j'ai payé 1000 pièces, c'est le dernier 1000 que j'avais dans mon compte. Le dernier 1000 j'ai pas pu payer mon ticket de parking là-bas à la formation justement, mais tu sais, puis ce 1000 là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a appris comment parler aux clients quand ça vient à froid, le cold calling. Tu sais, quelqu'un que je connais pas, comment est-ce que je pique ta curiosité, que ce soit des for sale by owner, des gens expirés ou juste du random farming ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est des trucs que j'ai appris de là-bas, des stratégies. Après ça, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, Tom Ferry, Mike Ferry, d'autres personnes, plein de scripts, essayé, pratiqué. Au début, j'étais pas bon. Dans ma première journée, je me rappelle quelqu'un qui m'a dit « Monsieur, vous êtes le pire courtier que j'ai jamais entendu de ma vie. » C'est ma première journée. Je n'étais pas encore courtier. En première journée d'appel, vous êtes le pire courtier que j'ai jamais entendu de ma vie. S'il vous plaît, changez d'emploi. Il raccroche. Wow! Wow! Ça, c'est bon, mais c'est. Tu sais, fait que j'aurais pu. Ben non, c'est comme wow, ça fesse. OK. Encore une fois, un élève. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce qui peut être
être amélioré. On passe au prochain, on réessaye. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Fait que tout ça, je l'ai appris dans ce processus-là. Fait que là, je l'enseigne à mes courtiers, puis c'est important d'avoir des mentors. Moi, j'ai choisi 2 excellents mentors pour fast-track mon succès. Mais c'est ta responsabilité d'aller t'éduquer puis de faire ton essai-erreur pour pouvoir développer ces skills-là en dedans de toi. Là, tu sais. Ça vient pas, puis c'est pas l'école qui va te l'apprendre. Puis c'est même pas ton mentor qui va te l'apprendre Ouais. à la fin de la journée. Tu sais. Écoute, ton mentor, il va te donner un coaching d'1 heure par semaine. À la limite, un autre 1 heure pour un meeting de groupe. Mhm. Il y a, entre tout ce temps-là, c'est quoi que tu fais? Exactement. Le temps libre que tu as, qu'est-ce que tu fais? Puis ça, tu viens d'amener un autre point quand tu dis, tu sais, ton mentor te donne 1 heure, entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. Si tu dépenses 1000$ pour le coaching, que tu suis le coaching, mais que tu ne le mets pas en pratique après, tu ne l'apprendras pas. Tu sais. Le nombre de formations, le nombre de conférences que tu peux aller, si tu n'appliques pas ce qu'on t'enseigne, si tu n'appliques pas ce que ton mentor t'enseigne, si tu n'appliques pas ce que ton éducation, ton développement personnel, ce n'est pas juste d'apprendre et de lire des livres, il faut que tu les appliques. Ton taux horaire va devoir augmenter plus tu avances dans la vie, Ouais. plus tu avances dans ta carrière. Et quand tu assistes à des formations, quand tu écoutes mon podcast, puis que tu écoutes mon podcast, puis tu écoutes parce qu'il y a vraiment de la valeur, right? Mais tu n'appliques pas, c'est toi qui abîme ton taux horaire, c'est toi qui néglige ton taux horaire parce que ton taux horaire est 100%. important. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, moi, mon taux horaire, c'est aux jeunes, ça vaut quelque chose. Ouais, ben oui. Alors, je perds pas mon temps. Quand je fais quelque chose, c'est pas cassé. Pas craqué. Quand je fais quelque chose, je m'assure qu'il y a de l'argent à faire. Je fais rien gratuitement, sauf pour ma famille, pour mes amis. Alors, quand vous êtes dans les formations, quand vous êtes quand vous écoutez un podcast, quand vous faites quelque chose, et c'est pour la business, assurez-vous que vous êtes capable d'appliquer par la suite parce que votre taux horaire, au lieu d'être 500$, il est à 20$ par heure. Là. Et tu ne vaux pas 20$ par heure. Si tu es courtier immobilier, courtier hypothécaire, tu ne travailles pas pour 20$, tu travailles pour rendre ça à 500 $1000 par heure. Ça prend du temps, tu sais, puis c'est normal. Là. Ça prend Tu du temps. commences pas. Au début, là, quand tu commences, là, c'est le contraire. Tu es payé. Si tu te mets à compter tes heures, tu vas pleurer. Là, tu sais. Tu vas faire 3-4 mois à travailler 100 heures. Ben, ça dépend. Là, mais si tu fais le choix de travailler 3-4 mois à 100 heures par semaine, ça se peut que ces 3-4 mois-là, tu ne fasses pas d'argent au début. Tu sais. Surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat, ça va prendre du temps. Tu sais. Ouais. Mais c'est en faisant ça, en te mettant en deuil, puis en travaillant plus que ce pourquoi tu es payé, à mon avis, que tu te rends à un niveau où est-ce que là, justement, comme tu dis, il faut que tu sois méticuleux puis que tu sois conscient du temps que tu investis quelque part. Tu sais. Comme tu dis, je ne vais pas me déplacer, je ne vais pas faire une activité qui va me rapporter X montant, tu sais, 10$ ou peu importe. Mais il faut que tu développes cette qualité-là en dedans de toi avant Ça pour te rendre vient là, de je me faire pense. penser, là. C'est quand quelqu'un qui fait, genre, je sais pas moi, 15, 20, 25$ pour une entreprise. Ouais. Là, tu aides vraiment cette entreprise de croître. Ouais. Que là, tu sais, je sais pas moi, c'est l'entreprise qui t'a engagé à 20$. Ouais. À la place de faire 100 000 avec toi, ils font 200 000. Ouais. Right? Là, tu peux demander à l'entreprise de dire, écoute, I'm making you guys so much money. C'est pourquoi tu augmentes mon salaire. Ouais. Donc, pour que tu puisses, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que that's the following. Ça veut dire que si tu es courtier immobilier, Ouais. pour que tu te rends à 100 000, 150 000, 200 000, il faut que tu amènes la valeur à tes clients, à tes 100%. investisseurs, 100%. à tes partenaires. 100%. C'est là que tu vas faire plus d'argent. Donc, Ben oui. Ouais. Tu sais, ton gars qui se fait payer 25$ de l'heure, mais qui double les chiffres de l'entreprise, 100%, il mérite probablement une compensation plus grande. Il mérite peut-être un rôle plus important à l'entreprise. Mais en même temps, s'il te demande une augmentation, si tu es là puis tu veux demander une augmentation, tu sais, c'est pas juste de demander une augmentation, c'est pas juste de tu mérites d'avoir plus d'argent. Oui, mais est-ce que tu es remplaçable? Dans le sens parce que, tu sais, toi, tu arrives, tu dis, hey, moi, je fais 25 000, j'ai doublé leur chiffre d'affaires, j'en mérite 35. Oui. Peut-être que tu en mérites 35, mais si tu demandes 35, qui peut te remplacer, prendre quelqu'un d'autre à 25 qui va faire la même job et avoir les mêmes résultats, la valeur. puis là, il y a des gens qui vont dire, tu sais, les gens, il ne faut pas que vous trompez avec faire le même travail. Puis c'est juste parce que le gars, il vous a engagé parce que le gars, il veut se rendre à 200 000. Ben, exact. Oui, oui. Alors, si vous faites le travail puis tu dis après, hey, écoute, le gros,
T'as fait 100 000 de plus avec moi. Ben, c'est pour ça que je t'ai engagé. C'est pour ça que tu t'es engagé. Tu C'est dois ça. faire plus. Ouais. Tu dois amener plus de valeur. Exactement. C'est Tu ça. vois? C'est là C'est que ça. tu peux te poser, tu peux te demander, OK, you know what? Ouais. C'est aux jeunes, c'est you know what, Alex, j'ai fait tel montant. Alors, Ouais. I'm worth more, so give me more. Mhm. Tu vois? Ouais. Alors, 100%. mais c'est vraiment intéressant. On est parti un peu hors sujet, mais on peut revenir sur le courtage pour dire que, you know what, c'est la même chose. Ben oui, Si c'est t'amènes dans l'argent, tout. Dans tout. si tu amènes l'argent aux clients, si tu amènes l'argent aux investisseurs, les gens vont travailler avec toi. Ouais. C'est pretty simple. Et pour aller chercher ces valeurs, il faut que tu vas chercher des connaissances. Il faut que tu assistes à des séminaires. Il faut que tu écoutes le podcast des Courtiers du Québec pas mal tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et du monde comme Alex qui viennent parce qu'ils veulent partager. Ils voient la valeur du podcast. Et, puis garanti, il va y avoir du monde qui vont te remercier aujourd'hui, Alex. Il y a tellement de choses qu'on peut parler parce que tu es vraiment un gars extrêmement créatif. Quand j'ai eu la conversation avec toi la première fois, I was mind blown. Ouais. C'est à ce point. Nice. J'avais vraiment hâte d'apprendre. Et je savais que aux States, les courtiers immobiliers, il y en a beaucoup qui se démarrent par différentes façons de faire les choses. Alors, y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux ajouter, que tu aurais voulu partager avec nous? On a fait le tour? Ben regarde, ben oui, non, on a fait le tour. Je pense que l'important, c'est d'avoir une conversation aussi. Là. C'est plate quand c'est quelque chose de scripté ou quoi que ce soit. Quelque chose que j'aime dire, je pense, là, quand on me dit si tu avais un conseil, un mot de la fin, là, puis je pense que c'est important, c'est que tu peux soit échouer en raison de tes circonstances ou réussir en dépit des obstacles qui se montrent devant toi. Puis ça, à la fin de la journée, le choix, il te revient. Dans le sens où est-ce qu'il n'y a personne qui va venir te sauver. Il n'y a personne qui va faire la job pour toi. On a toutes, non seulement les excuses du monde, mais même des raisons valables de se dire « je suis pas capable de faire ça, je peux pas aller là, je suis pas... » Tu sais, la petite boîte, là, tu dis « outside of the box », là, mais notre mind, là, notre esprit, il nous ramène tout le temps dans cette boîte-là. Parce que c'est là qu'on est confortable, c'est comme ça qu'on est programmé à vivre nos vies. Tu sais. Puis cette petite boîte-là, on a toutes les raisons du monde de rester là-dedans, mais à la fin de la journée, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir même de réaliser qu'on est capable d'aller plus loin de ça. Tu sais. Puis je pense que n'importe qui a du succès a réussi en dépit des obstacles. Puis les gens, mettons, qui sont tristes et qui vont pas bien dans leur vie, ils ont échoué en raison de leurs circonstances. Ah, ben là, c'est à cause de ça. Ah, mais là, c'est ça. Ah, ben là, c'est ça. Puis à la fin de la journée, même, ben, c'est dans toi qu'il faut que tu fasses la décision que tu choisisses. Tu sais. Connais-tu l'analogie des deux frères qui sont grandis avec un père alcoolique? Je pense que oui. Ouais. J'ai vu ça j'ai vu un meme, un genre de Ouais, photo. même chose. Quand je l'ai vu la première fois, c'était un meme. C'est tellement puissant, ça. Là. Dans le fond, c'est deux frères. Ils ont été élevés d'un père alcoolique. Puis il y a un des frères, lui, qui grandit, il est alcoolique aussi. Il suit le même parcours. Puis quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il est alcoolique, pourquoi est-ce que tu bois, il dit parce que j'ai vu mon père. J'ai vu mon père être alcoolique, puis j'ai suivi ses pas. Je suis alcoolique à cause que mon père m'a passé ça. Son frère, lui, au contraire, quelqu'un de super heureux dans la vie, il ne touche pas une goutte d'alcool, il s'assure de se tenir loin de toutes les substances addictives, très successful. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu ne bois pas? Parce que mon père était alcoolique. Puis Parce aussi, que j'ai regardé mon père. Fait que les deux, parcours de vie différents, même circonstances, mais ils ont le meaning, le raisonnement derrière ça, la réflexion complètement différente. absolument. Puis l'autre frère, il a du succès aussi. Il fait de l'argent. Ouais. Dans la photo que j'ai vue. Là. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Il y en a C'est un un homme fait de l'argent. d'affaires, puis l'autre est itinérant. Oui, c'est Puis ça. on pose la question pourquoi. C'est des deux frères, pourquoi un, il a du succès, puis il est heureux dans la vie, puis l'autre est itinérant. Ben, ils ont la même raison. La même raison. Parce que mon père était alcoolique. Il y en a un que ça l'a comme créé cette boîte qui a grandi dedans, puis l'autre, ça l'a poussé à vouloir aller au-delà de ça, puis faire quelque chose de différent pour sa vie. Est-ce que tu penses que les deux personnes ont les mêmes niveaux de réaction envers leurs émotions? Non, c'est sûr que non. C'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus réactif, peut-être, là, qui est beaucoup plus influençable dans le sens que son environnement dicte comment il se sent. Puis l'autre, ben, c'est comment il se sent qui dicte son environnement. T'sais. C'est un travail interne qu'il a à faire, mais c'est sûr que les deux n'ont pas le même niveau de maturité émotionnelle. Parce que là, on parle quand même les deux, c'est des circonstances identiques. T'sais. Ouais.
Donc, par conséquent, je me dis, tu sais, il doit y avoir un raisonnement. Il y a un déclic qui se fait chez un, qui se fait pas chez l'autre. Donc, tu as dit quelqu'un qui réagit Ouais, par plus ses réactif, émotions c'est ça. et l'autre qui, Dans le par fond, ses émotions, il réagit. exactement. Dans le fond, tes émotions, moi, là, je suis quelqu'un, mes émotions, comment je me sens, vont dicter qu'est-ce que je vais faire dans la vie. OK? Ma vie, là, tout ce qui se passe autour de moi, c'est de la merde. C'est pas grave. Mes émotions, je décide de me sentir A pour pouvoir créer quelque chose de différent. Mais la plupart des gens, puis comment qu'on grandit, notre réflexe, c'est l'inverse. Tu sais. C'est que là, tu vis quelque chose de difficile. Tu es dans le trafic le matin, puis tu deviens en tabarnak. Hey, si être dans le trafic, c'est tout ce que tu as besoin pour gâcher ta journée, mon chum, là, ça va être lourd. Je dis pas que c'est le fun d'être dans le trafic, là, personne n'aime ça. Mais c'est l'idée que tu sais, les petits intempéries, tes petits bobos du quotidien, si ça impacte comment tu te sens à l'intérieur de toi, ben, pour dire comme Andrew Tate va dire, tu sais, you're weak. Andrew Tu sais, it sucks, but you're fucking weak, man. Tu sais, je veux dire, c'est ta responsabilité, c'est ton devoir de créer une discipline, de créer un petit bouclier en dedans de toi, puis de savoir que c'est toi qui crée ton demain, là. Comment dire. Absolument, absolument. Man, vraiment une conversation super intéressante, super différente. J'adore ce genre de Ouais, conversation. j'aimais ça aussi. Et pour les gens qui veulent contacter Mhm. Alexandre, vous allez avoir toutes les informations dans la description et dans la vidéo. Est-ce que tu recrutes du monde? Hein? Recrutes de nouveaux mondes, de nouveaux courtiers? Oui, écoute, quand ça vient au recrutement, là, on en fait tout le temps, OK? Ouais. Mais on est sélectif. Faut du monde sharp. Absolument. OK? Faut du monde sharp, faut quelqu'un qui a envie d'être un élève. Élève, là, même si t'es pas tant sharp, si t'es un élève, t'es prêt à l'apprendre, ça, c'est le numéro 1. Fait que oui, on est toujours ouvert, mais encore une fois, c'est de la valeur, c'est du Et, c'est encore, du ça. et puis aussi, en même temps, tu vas apprendre de cette personne. Il amène quelque Exactement. chose. Exactement. Tu vas t'entourer des personnes Ouais. que tu vas aussi apprendre. Ouais, Right? ouais, Tu ne peux ouais, pas ouais. engager une personne que t'as juste, tu peux juste donner, mais Ouais. il n'y a rien que tu peux recevoir. Right? Non, Et 100%. quand les deux se rejoignent, les deux fit, c'est là que ça devient intéressant de travailler ensemble. Faut que ça marche en symbiose à la fin de la journée. Puis, tu sais, si tu as de la drive, que tu es willing d'apprendre, que ce soit pour être courtier immobilier ou que ce soit pour la prospection, peu importe, c'est sûr qu'il y a une place. Tu sais. C'est comme ça que je le vois. N'oubliez pas mon code. Alright? C'est bon. Je t'oublierai pas. C'est plus pour eux. Pour eux, parfait. J'aime mieux, c'est comme ça. Puis tu mets sur un contrat, tu dois Ouais, assez aux c'est ça. jeunes. Sur le employment contract, là, c'est sûr que ton nom est Mais il faut poser la question d'où tu viens. Donc, ils vont dire, travaille le podcast, puis là, C'est tu bon. peux t'arranger. That's a deal. Sinon, Alex, les questions boule de feu que j'aime poser à toutes mes personnes, toutes mes invités, c'est la première, quel est un livre que tu recommandes, car je suis un lecteur. Ceux qui lisent Ouais. ont souvent plus de connaissances que Mhm. beaucoup de personnes. Ouais. Parce que l'écrivain, ça peut être un multimilliardaire qui a décidé d'aujourd'hui écrire son histoire. Donc, quand tu lis son histoire, il y a tellement de choses, tellement d'expériences que tu vas acquérir Mhm. en étant pauvre. Ouais. Ouais. Tu vois? Ouais, absolument. Alors, moi, j'adore les livres. Donc, dis-moi, y a-t-il un livre que tu nous recommandes? Ouais, ben regarde, moi, le livre qui, je pense, a eu le plus grand impact dans ma vie, ce serait Unlimited Power de Tony Robbins. Oh. Par contre, le livre qui, cette année, a eu le plus grand impact sur mon année, c'est First Things First. Tu sais OK? quoi? Excuse-moi de te couper, mais Ouais. c'est vraiment intéressant ce que tu m'as dit. Parce que quand je pose la question Ouais. à quelqu'un, et il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste que ça leur a marqué presque pas mal toute leur vie. Ouais. Tu sais, ils vont me dire père riche, pauvre père. Ouais, ben ça aussi, c'en est un autre. Sauf là. que. tu sais, How to win friends and influence others. tu sais. Exact, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Mais quand tu lis, tu dois. Quelqu'un qui lit tout le temps, Ouais. il y a tout le temps un nouveau livre qui Ouais. marque, puis Ouais. qui t'amène à avoir des nouvelles conversations, une nouvelle expérience et tout. Alors, Moi, je suis un j'ai- gars de livres vraiment comme psychologique, si on veut. Là. J'aime les livres qui vont me montrer comment faire de l'argent, mais si je peux lire un livre qui va me montrer comment break free de mes limitations, c'est comme ça que je vais faire encore plus d'argent. Puis Unlimited Power, c'est vraiment ça. First thing first, pourquoi est-ce que ça a vraiment impacté mon année? C'est simple, c'est ce que ça dit en grosso modo, le livre, là, c'est l'idée de se recentrer sur ce qui est important pour soi puis faire des choses qui comptent pour nous. OK? Je te donne un exemple. D'échanger la montre, le temps, faire plus, être productif, puis le remplacer par la boussole. S'assurer que ce que tu fais te rapproche de ton but ultime.
Ce que ça m'a fait réaliser, lire ça, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais dans ma journée. Fuck, man, j'ai fait 8 heures de travail, mais sur ce 8 heures-là, combien de temps j'ai investi à vraiment me rapprocher de mon end goal, tu sais? Est-ce que j'ai été efficace? Est-ce que j'ai avancé ou j'ai juste été occupé? Puis je pense qu'on est tellement habitué à manager son temps puis jam-pack toutes nos activités de travail, tu sais, puis c'est tout le temps faire plus, faire plus. Mais c'est bien beau de faire plus, mais si ton faire plus t'amène pas plus proche de où que tu veux vraiment aller au long terme, ben tu perds ton temps, man. Tu gaspilles. Puis on est tous coupables de ça, là. Tous coupables de ça à 100%. Mais ça m'a comme vraiment fait une remise en question, une réflexion de comme, OK, dans ma journée, dans mon 8 heures, qu'est-ce que je fais qui me fait vraiment avancer dans la direction que je veux aller? Puis qu'est-ce que je fais parce que j'ai besoin de le faire, parce que c'est mon day-to-day, il faut que je le fasse. Puis dans ces tâches-là qu'il faut que je fasse, mais qui ne m'amènent pas nécessairement dans ma direction souhaitée, lesquelles est-ce que je peux mettre de côté? Lesquelles est-ce que je peux déléguer, engager quelqu'un pour mettre plus de temps dans ce qui m'amène vers où je veux aller? Fait que c'est vraiment un livre qui amène une nouvelle perspective à ce qui est du time management. Puis c'est un livre qui, pour moi, m'a aidé à aller chercher beaucoup de direction en me posant les bonnes questions, en me demandant c'est quoi qui est important pour moi, puis qu'est-ce que je dois faire pour me permettre d'aller là, puis me poser les questions, qu'est-ce que je fais peut-être dans mon quotidien qui me semble important, mais qui ne me fait pas avancer dans la direction que je veux aller. Tu sais, qu'est-ce que j'aime de faire des podcasts, Alex? De rencontrer des gens comme toi, puis que j'apprends, puis que ça me fait réfléchir un peu à mon day-to-day, puis je suis coupable de On l'est ça tous, également. man. On est tous coupables, puis je suis certain que toi qui donnes le conseil, tu es coupable également. Oui. Parce que, tu sais, mais l'objectif, c'est de savoir un peu nos erreurs, Ouais. puis essayer toujours de corriger ou de revoir un peu. Hey, c'est urgent, réveille-toi. Tu ne fais pas de ça pour simplement faire de l'argent. Réveille-toi. Tu fais ça pour avoir du fun. Réveille-toi, c'est urgent. Ce genre de réflexion à une autre personne qui te parle. Oui, absolument. Aujourd'hui, tu m'as fait parler. Good. Mon Cyrogène, là, donne-moi. Ouais, il a ouais. Ton parlé. petit élève, il était là. Exact. Et les podcasts, je vais arrêter de faire ça parce que j'aime plus ça. Non. non, ouais, j'adore ça. Je vais continuer encore plus de faire. Un quote, une citation que tu aimes parce que ça te parle, ça te représente. Je vais t'en sortir de ce livre-là en plus. Puis bon, moi, j'aime ça, exceller les attentes. Ouais, surpasser les attentes. Fait que j'en ai 3 aujourd'hui. Je vais en avoir une. C'est des quotes en anglais, par contre. Mais ces 3 phrases-là, honnêtement, là, ça te donne exactement de quoi le livre est about. Là. Ouais. Most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important. On passe trop de temps à faire ce qui est urgent, ce qu'il faut faire, puis pas assez sur ce qui est important pour nous. Ça, c'est une des quotes. C'est drôle que tu me dises ça parce que dans mes shows day-to-day, les choses importantes, je délègue à mes adjoints parce que c'est important, mais super urgent. Moi, je m'occupe de l'urgence. Mais dans la vie de tous les jours, parce que c'est important, on s'en occupe pas aussi. Mais oui, parce qu'on est occupé à faut faire ça. Moi, j'arrive, il y a mes courriels, il y a mon ci, ça. Puis c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est juste qu'à la fin de la journée, si je vais faire tous ces trucs-là qui urgent, est-ce que j'ai pris le temps de faire ce qui est là pour moi aussi, tu sais? Ça, c'est une putain de bonne réflexion à avoir. Puis moi, c'est ce qui, cette année... On va un peu ce que tu viens de dire. Puis moi, cette année, c'est ce qui a fait une grosse différence. Prochaine quote. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Okay. Tu sais, tu te fais un horaire, puis ça, c'est une affaire, je l'ai lu, puis j'étais comme wow, puis je me sentais vraiment coupable de ça. J'ai mon horaire, fait que je priorise ce qui est sur mon horaire, je priorise ce qui est sur mon horaire. Mais là, ça fait que mon horaire, je le fais tout, mais mes priorités, ce qui est important, il n'est pas là. Donc, c'est pas de prioriser ton horaire, c'est de mettre dans ton horaire tes priorités. T'sais, à chaque lundi, je me pose qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois faire qui va me permettre vraiment d'aller où je veux aller. Là. C'est ça qu'il faut que je mette dans mon horaire. Ben, si je fais mon horaire puis que je focus sur mon horaire puis tout ça prend le bord, ben, je vais m'en lancer dans 1 an, je vais peut-être avoir fait de l'argent, les affaires vont peut-être bien aller, mais sensiblement, je vais être au même spot où je vais avoir avancé, mais pas dans la bonne direction. Parce qu'on avance tout le temps. Là, tu stagnes très rarement dans la vie quand tu travailles fort, mais si tu avances dans la direction A, mais où tu veux aller, c'est B, ben t'es fourré. Ouais. Troisième et dernière, puis ça, je pense que c'est comme le plus important, là, si on veut. Là, c'est vraiment... ça s'explique en soi. Là. Decide what you want. Decide what you're willing to exchange for it. Establish your priorities and go to work.
C'est simple. Puis je pense que si chaque matin, tu te réveilles puis que tu te lis ça, que tu te dis ça, ben ton focus risque d'être à la bonne place. Decide what you want. Ouais. Decide what you want. Decide what you're willing to exchange for it. Establish your priorities. And go to work. Puis la partie la plus importante dans toute cette phrase-là, c'est quoi? Go to work. Parce que tu peux faire le ABC de ça, là, comme tu dis, suivre toutes les formations. Puis moi, je sais ce qu'il y en a. La partie là, qui va faire le dénominateur, c'est Go to work. get to work, man. Yeah. Absolument, man. Et merci. Wow, tout est vraiment, vraiment bien préparé. Hein? Surpasser les attentes, Yeah, ça, aux gens. surpasse les attentes. I love it. I love it, man. Je suis vraiment content de t'avoir invité et j'espère aussi que vous êtes très content d'avoir écouté ce podcast. Ben, Juste merci à pour- toi, man. juste plein de pour vrai. valeur. J'apprécie. Je suis content d'avoir fait ça. Comme je dis, premier podcast, une belle opportunité. Puis je suis cool qu'on ait fait. Je trouve ça le fun qu'on ait fait ça ensemble. Tu as aidé aussi à me rendre à l'aise, rendre le processus le fun. Puis c'est congruent. Tu me poses Et des même questions. trop à tu- l'aise maintenant. Ouais, c'est ça, là, je suis une star. Non, mais tu poses une question, j'aime que tu poses une question. Des fois, je dis quelque chose, tu vas aller plus loin. Puis, tu sais, t'es comme rapide sur tes pieds à justement voir comment est-ce qu'on peut aller creuser plus là-dedans. Puis ça, je pense que c'est cool parce que si c'est juste des questions et des réponses, Encore là, c'est l'expérience. Tu vois. Ouais. Si vous regardez mon premier podcast que je vais bientôt delete, ah ouais, Forever, non, c'est je vais aller les voir avant que ça parte. vous allez voir que c'est tout un processus. Les vidéos que je fais maintenant, c'est toute l'expérience que j'ai acquis toutes ces années. C'est vrai. C'est aussi c'est un travail derrière ça. Ouais. Puis l'équipe que j'ai aussi, tu sais, au début, j'avais pas d'équipe, maintenant j'ai une équipe. C'est tout le travail d'une équipe aussi. C'est le travail de l'équipe, le travail de moi, le travail des gars derrière, Ouais. le travail de tout le monde. Mais pour ça, il faut que tu passes par la courbe d'apprentissage. Ouais. Donc, c'est la raison pourquoi je fais cette formation sur, sur la création de contenu. C'est sans blague. Sans Ouais. blague. Tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, je vous apprends le shortcut. C'est-à-dire que toutes les erreurs que j'ai faites, faire des vidéos, c'est pas simple. Mhm. C'est pas, tu te mets devant puis tu dis Non, mais tu n'importe le quoi. sais, ça fait longtemps que je veux en faire, puis tu le sais, là, pas que ça débouche pas, mais c'est bon. Il faut que je prenne ton cours, dans le fond. Il faut que je prenne ton cours, il faut que vous preniez son cours. C'est Absolument, ça qui est- absolument. C'est vraiment ça. Absolument. Parce que, tu sais, l'autre fois, je suis allé aux States Ouais. pour prendre un cours sur sur le video creation. Ouais. Moi qui fais des vidéos, Ouais. trust me, je pensais, moi, j'étais naïf. Là. Je dis, je vais rien apprendre. Là. Tu sais, je vais Ouais, aller ouais. parce que je voulais faire un podcast avec le gars. Hein? Puis finalement, je suis venu avec tellement de plus de connaissances. Ouais. Puis j'ai changé ma formule, j'ai changé ma façon de faire les vidéos. Ouais. Pourtant, je regarde plein de personnes faire des vidéos. How is that possible? C'est possible parce que j'ai décidé d'aller prendre des cours. Mhm. Même si c'est des choses que je sais. Il y a toujours une petite information qui va Mhm. tweak, qui Ouais. va faire que tu es encore mieux. Ouais. Donc, pour ceux qui font des vidéos, que vous voulez apprendre à faire des vidéos, vous faites déjà des vidéos, trust me, croyez-moi, ce que je vais vous donner comme information vaut vraiment la peine. Ça va vraiment changer votre vie, changer votre façon de faire des vidéos et ça va vous amener la business. Mhm. Parce que la business, c'est pas seulement pour les nouveaux clients, c'est pour entertain Mhm. vos partenaires d'affaires. C'est un monde de requins, c'est-à-dire ton spécialiste hypothécaire, là, ou ton spécialiste hypothécaire qui t'envoie la business, il y a un autre courtier immobilier qui n'arrête pas de le solliciter pour avoir sa business. Mhm. Le courtier immobilier avec qui tu travailles, là, et toi, tu es un courtier hypothécaire ou tu es un spécialiste hypothécaire, et là, tu veux sa business, trust me, bilingue. Ouais. On est On bilingue est au ici. Québec. On est au Québec. Je me souviens. Et le même courtier immobilier, le même courtier immobilier, ben, en fait, il y a un autre courtier hypothécaire qui sollicite le courtier immobilier. Ouais. Alors, il faut que tu continues à amener de la valeur. Ouais. Toi, Hein? tu n'as même pas besoin de m'appeler, ta face est tout le temps là. Voilà. Tu sais, je peux pas t'oublier. Tu me laisses Bon. pas, je peux pas. Ça, on se parle pas. Je ne l'ai pas payé. Je l'ai non. pas payé. Swear to God. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, on s'est parlé combien de fois au téléphone? Peut-être 2, 3 fois max. Ouais. Mais je te vois à tous les jours, plusieurs fois par jour. Des fois, je commande tes affaires parce que je trouve que c'est bon. Des fois, je vais t'écrire aussi. Tu sais, ça spark une conversation. Mais j'ai l'impression qu'on se parle à tous les jours juste parce que ta face, elle apparaît dans mon feed puis j'aime ce que tu fais, tu sais. Absolument. Tu n'as même pas à mettre un effort pour maintenir notre relation d'affaires en vie. Ça se fait tout seul à cause de ton suivi vidéo. Absolument. Tu sais? Et tu penses à moi, des fois,
ça arrive que tu vas m'appeler pour me poser une question sur un dossier. Ouais. C'est pas seulement pour des nouveaux clients, Non. mais c'est pour vos partenaires Ouais. qui veulent travailler avec toi, qui vous avez une entente et vous gardez ces gens-là dans leur tête. Alors, ça fait plein d'effets. Alors, c'est une formation de 2 jours, pour mettre ça simple, où on pimpe vos réseaux sociaux parce que vos réseaux sociaux doivent devenir une carte. Les cartes d'affaires, on met ça à la poubelle. OK? Maintenant, quand tu rencontres une personne, tu l'ajoutes sur Facebook, tu l'ajoutes sur Instagram, tu l'ajoutes sur LinkedIn. C'est parce que moi, j'ai juste de redesigner mes cartes. Là. Non, oublie ça, jette ça à la poubelle. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui sont puissants. Right? Parce que ces gens-là, ils ne peuvent plus vous jeter. Vous êtes toujours dans la face. Mais il faut que les réseaux sociaux deviennent une carte d'affaires aussi. Dès que tu rentres dans la page, il faut qu'on sait exactement ce que tu veux faire. Ouais. Right? Ouais. Donc, on sait ce que tu fais et ce que tu veux donner, comment tu veux aider les gens. Et plein d'autres choses. On fournit les Reels. C'est vraiment, la valeur est tellement là. J'ai tellement travaillé là-dessus. Mon équipe a travaillé là-dessus. Alors, si vous voulez t'intéresser, je le fais une fois par mois, une fin de semaine au complet, 2 jours par mois. Premier arrivé, premier servi. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai déjà un nouveau client, un futur client. Sur ce, guys, je vous souhaite une excellente journée. Oh, j'ai oublié. Oh. Si on devait reculer en arrière, Alex, à 18 ans, quel conseil tu aurais donné? Honnêtement, je pense que j'irais avec ce que j'ai dit tantôt. Vraiment l'aspect. Puis tu sais, je veux dire, je pourrais arriver puis donner d'autres conseils, puis c'est sûr. Mais je pense que celui que j'ai dit est tellement important que, dans le fond, le choix se repose à toi. C'est toi qui as la responsabilité. Il n'y a personne qui vient te sauver. Tu peux soit réussir, tu peux soit échouer. Tu peux soit, il y a un obstacle qui se présente, tomber dessus, te relever ou rester par terre. Tu sais, c'est toi, à la fin de la journée, qui décide comment tu t'éduques, qui décide de ta posture, de comment tu te sens, de si tu décides d'avoir le sourire, même si tu es dans le trafic à cause que tu te mets une bonne musique ou d'être en tabarnak à cause que le gars vient de te couper. Puis c'est vraiment, tout se passe en dedans des 2 oreilles. Puis quand tu réalises là, qu'il y a comme 2 voix qui sont présentées devant toi, puis qu'à chaque seconde, à chaque instant, tu as le choix de choisir l'option A ou l'option B, une étant, disons, le bonheur, l'autre étant, disons, la frustration, quoi que ce soit. Puis je pense que ça prend beaucoup de courage de réaliser ça aussi parce que tu prends responsabilité. Puis tu n'es plus dans une position où tu peux mettre le blanc, mettre la faute sur tes circonstances, sur ton environnement, sur les gens qui t'entourent. Fait que tu sais, je vais redire la même affaire parce que je pense que c'est ça qui est le plus primordial. Absolument, man. C'est puissant ce que tu viens de me dire. Alors, Alex à 18 ans n'était pas nécessairement le même Alex d'aujourd'hui. Bien sûr, mais surtout sur comment analyser les situations. Quand j'étais à l'école, là, puis que je te disais, là, bon, là, je l'ai dit, je suis de bonne humeur, je suis content d'avoir lâché l'école, tu sais, parce que, je suis content d'avoir lâché l'école dans mon parcours à moi parce que je réalisais que j'apprenais plus sur mon temps. Mais quand j'étais dans cette situation-là, à 18 ans, j'étais très frustré de l'école. J'en voulais à l'école, j'en voulais au système, tu sais. Puis je me sentais, tu sais, mal guidé, je me sentais, puis tu sais, fait que tout ce que je voyais au travers de ça, c'est de la frustration, tu sais. Fait que l'Alex de 18 ans était beaucoup plus fâché, beaucoup plus frustré, beaucoup plus impacté par ce qui se passe autour de lui, au lieu de faire un effort à amener l'impact à l'extérieur de lui. Puis je pense que si j'avais, bon, je l'ai réalisé quand même rapidement, mais je pense que si j'aurais pu le réaliser dès jour 1, il y aurait eu beaucoup moins d'obstacles. Tu sais, les obstacles sont là, mais il y a des obstacles, il faut réaliser, il y a des obstacles que c'est nous-mêmes qui se les imposent. Tu sais. Puis ceux-là, c'est avec une perspective comme ça que tu te mets dans une position où est-ce que tu es capable justement de les soustraire, si on veut. Oh man, it's a wrap. Merci beaucoup. It's a wrap. It's a wrap. Moi, je suis un gars de fist. Let's go. Let's do this. All right. Merci, guys. Une dernière fois, si vous êtes intéressé à le rencontrer, à le parler, à rejoindre son équipe, contactez-lui. Je pense que c'est un gars, je sais, c'est un gars super sharp. Vous n'allez pas regretter. Sur ce, au prochain épisode. Take care, brother. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.